à tous et merci d'écouter ce nouveau PIFcast, le podcast du Paris International Fantastic Film Festival, dans lequel un mercredi sur deux, nous vous parlons de cinéma de genre. Pour l'animer avec moi, Cyril, coucou, Xavier, bonjour, Talal, salut Véro, et Laurent. hello. Dans le PIFcast, nous commençons toujours par l'œil du pif, le tour de table de ce qui nous a récemment tapé dans l'œil dans le genre. Puis nous passons au dossier. Aujourd'hui, nous parlerons du cinéma hongkongais. Enfin, nous terminerons avec Cyril et sa sélection de bandes originales. On commence donc par l'œil du pif, et une fois n'est pas coutume, c'est moi qui commence. Cette semaine, ce qui m'a marqué, c'est un film, Ikari XB1. C'est un film tchèque de 1963. Check ça, yo. Tchèque. De Jindřich Polák. C'est un film qui est adapté d'un roman de Stanislas Lem qui avait aussi écrit Solaris et qui avait été adapté par Tarkovsky puis Soderbergh. En fait, c'est une version qui a été remasterisée en 2016 et qui avait été diffusée à Cannes à l'époque. Le film était assez introuvable, donc là il est passé en fait sur le câble, donc j'ai pu le voir parce que j'étais pas à Cannes malheureusement en 2016. Et en fait, c'est vraiment un super beau film donc c'est de la science-fiction. Je vais quand même raconter l'histoire. C'est donc des gens qui sont dans une base spatiale et qui doivent chercher de la vie sur notre planète. Et donc ils vont être en fait victimes d'une espèce de influence extraterrestre qui ne savent pas trop ce que c'est. Enfin bref, le film reste assez mystérieux. Par contre, visuellement, il est vraiment magnifique. En fait, ce qui est assez frappant, donc le film date de 63, je l'ai déjà dit, mais on retrouve toutes les influences des films de SF qu'on va voir par la suite, notamment 2001 et Alien, en fait. Et c'était vraiment hyper agréable à regarder. Je l'ai lancé en disant allez, pour l'histoire, il faut que je vois ça et tout. Et en fait, non, c'était vraiment divertissant. Il y a plein de personnages. Il y a une séance de bal qui est hyper drôle où on voit les gens vivre en fait dans la station. On voit leurs échanges, la manière dont ils vivent la séparation de leurs proches, etc. Donc c'était vraiment. J'ai été hyper surprise. Il est hyper accessible et je conseille à tout le monde de le voir si vous l'avez pas déjà vu. Donc vous l'avez déjà vu? Oui. Une fois, je suis pas tout seul. Pas tout seul. C'est un film d'ailleurs qui a plus une fin alternative. Je crois qu'en fait, c'est un film qui était censuré. Je crois, ouais. En fait, c'est une version américaine, ouais. Et une fin beaucoup plus positive, on va dire. C'est ça. En fait, ça fait partie de ces films russes de science-fiction qui ont été remontés avec des scènes supplémentaires pour, en tout cas du bloc de l'Est, pour le marché américain, pour cacher le fait que c'était des films d'Europe de l'Est. Et en fait, je crois qu'effectivement, la fin américaine, elle est un peu plus positive, mais la fin tchèque, elle n'est pas négative en soi, c'est juste qu'elle est mystérieuse. Et je pense que c'était une époque où le cinéma américain voulait surexpliquer, pourquoi une époque c'est toujours ça. Ce film-là, je ne sais pas si c'est peut-être corroboré, mais c'est un film qui a eu, comme beaucoup de films de l'époque, des soucis avec la censure, parce que ça critiquait en filigrane aussi pas mal les régimes et tout, ils ont beaucoup de soucis. C'est vrai que les régimes du camp, c'est assez dangereux. Et toute cette vague, en tout cas, comme tu disais, Europe de l'Est et tout, Pologne, Tchéquie, même Russie, il y a souvent le cinéma sous couvert de parler de choses un peu anodines et tout, tacler méchamment en tout cas le pouvoir en place. Et je sais que le réalisateur a eu des soucis là-dessus. En tout cas, oui, effectivement, il y avait un DVD. Je me souviens, j'avais acheté un DVD en Tchéquie. Limite, c'était genre vendu dans un journal, c'était genre comme on a en France sur les éditions Atlas, et j'avais chopé une édition de Qu'est-ce que tu foutais en Tchéquie? C'est ma question. pour les putes en fait. Mais du coup, je me suis quand même demandé ce qui est devenu le cinéma tchèque entre temps, parce que c'est quand même, même en termes de production, il y avait plein de décors, c'est très beau. Zulawski par exemple, alors Zulawski c'est la Tchéquie ou c'est la Pologne? C'est Zulawski, c'est la Pologne. Non, c'est Pologne. Ouais, c'est Pologne. C'est là-bas. En tout cas, il y a eu des trucs genre son film là sur le Globe d'Argent, il y a eu des périodes où il n'a pas pu le finir pendant 30 ans, qu'il a dû revenir. Enfin, des fois il y a eu des trucs compliqués. Après, je crois qu'il y a eu la guerre, c'est ça? Oui. Non, mais il y a des trucs. Tous les films de SF russes, tchèques de cette période-là, ils sont super compliqués à trouver maintenant. À la limite, c'est juste des VHS RIP que tu vas trouver sur le net. Fansubé autant que possible pour arriver à comprendre le truc. Et c'est un cinéma qui n'est pas Cyril Compliance, c'est-à-dire que c'est un film très très lent, et pourtant j'aime beaucoup ce cinéma-là, et pourtant il y a tout pour que je pète un câble à chaque fois, mais comme tu dis, c'est tellement beau. Là, on peut passer à parler de la Clepsydre aussi, un film magnifique aussi qui est ultra lent, et pourtant chaque scène est un tableau, et là c'est pareil, c'est des... Même quand tu vois Letters from a Dead Man qui est un putain de chef-d'œuvre, celui-là pour le trouver, amuse-toi quoi. Ouais. On l'a passé d'ailleurs à la licence collective il y a 3 ans dans le cadre d'une carte blanche à Lucille Adzilovic. En 35 mm on l'a passé. Ah putain. Et ouais. Pas mal. Talal, ton œil du pif. Alors, on a ouvert les vannes. Maintenant, on peut parler d'autre chose que du cinéma. Et la dernière fois, Véronique a autorisé en off
qu'on puisse parler autre chose de film. Et donc, Talal a fait. C'est moi la grande des étoiles dans les yeux. Il a fait oh cool, je vais pouvoir parler de mes jeux de plateau à la con. Il a bien raison. Non, tu confonds avec Laurent Duroche. Moi, c'est l'autre qui joue au jeu de plateau. Une spéciale jeu de plateau. La bonne paye, hôtel, le destin. C'est cool les jeux de plateau, c'est sympa les gars. Alors, c'est pas un jeu de plateau, mais c'est un jeu vidéo. Alors, un jeu vidéo sorti le 25 mai dernier qui s'appelle Detroit Become Human. Alors, entre nous, j'y allais un peu reculons. C'est un studio qui s'appelle Quantic Dream. J'avais essayé les précédents jeux, ça m'a jamais vraiment botté. Ils étaient responsables de Nomad Soul en 99, Fahrenheit en 2005, Heavy Rain que j'ai surtout connu, Beyond Two Souls que je n'ai pas fait. Et puis enfin Detroit Become Human qui est sorti cette année. Donc alors. C'est Quantic Dream, c'est un studio Cocorico, c'est un studio français. C'est un studio avec des poules. C'est un studio qui fait surtout la part belle aux jeux narratifs. Et depuis maintenant 2010, c'est-à-dire Heavy Rain, c'est un studio qui est complètement maqué corps et âme à Sony. Sony édite tous les jeux de Quantic et je pense qu'ils sont plutôt contents parce que le jeu s'est plutôt très très bien vendu. Le jeu qui est sorti déjà il y a un mois se vend très bien. C'est des exclus PS4 maintenant. C'est des exclus PS4, ça sort même pas en PC, sur PC. Alors voilà, bon, ce jeu, alors de quoi ça parle donc ça se passe en 2038, donc à Détroit. Les androïdes sont maintenant complètement ancrés dans notre quotidien. Tu peux aller à ton supermarché et acheter ton android et l'amener à la maison. Et on va suivre 3 personnages qui sont justement des androïdes. Donc tu as Kara qui est embauché dans acheté pour... Qui a un sacré caractère. Merci. Je vais faire comme si j'avais rien entendu. Alors, oui, donc elle est embauchée ou achetée plutôt comme domestique, on va dire, d'une famille monoparentale où le père est plutôt alcoolique et la petite fille se fait tabasser. Donc on a Marcus qui est le fils spirituel d'un grand artiste pété de thunes qui est incarné par Lance Henriksen, et on a Connor qui est un flic qui traque les androïdes avec l'aide d'un flic anti-androïde qui est incarné par Clancy Brown qu'on connaît tous. Donc ce qui est intéressant dans ce jeu c'est que contrairement à Heavy Rain qui était vraiment anti-gameplay merci, c'était en termes de gameplay à proprement parler, c'était plutôt chiant. Et là pour le coup il y a un truc qui marche, c'est-à-dire que moi je voulais pas du tout essayer ce jeu et puis il y a pas mal de potes qui me disaient mais vas-y c'est mortel, et ce qui est super c'est vraiment de le jouer un peu comme si tu matais une série en fait sur le canapé avec ta nana ou ton pote et en fait on se passe la manette d'un chapitre à l'autre et tu passes d'un personnage à l'autre au fur et à mesure du jeu. C'est super bien écrit, c'est super bien incarné. Quantic Dream avait déjà lancé ce principe en prenant des comédiens connus comme Ellen Page sur Beyond Two Souls ou encore même avant David Bowie. C'était pour. Il y avait aussi Willem Dafoe dans Beyond Two Souls. Ouais, il me semble. Qui avait Bowie. C'est dans Nomad Soul, c'est ça. Et donc voilà, et le scénario est super prenant. Alors je suis on va dire à la moitié du jeu. Je peux pas vous dire encore comment ça va se terminer, si c'est toujours aussi passionnant, mais pour l'instant, il y a une vraie notion de mise en scène. Et il y a un truc qui est très intéressant, parce qu'on dit souvent qu'au jeu vidéo, contrairement au cinéma, il n'y a pas une personnalité qui ressort, un homme providentiel, et là justement c'est un peu l'antithèse. C'est un mec qui s'appelle David Cage, qui est connu, on va controversé dire, aussi. qui est aussi très controversé, on dit qu'il a le melon. En tout cas, c'est employé apparemment, ou qu'il y a des problèmes après, employés. On ne sait pas. Mais toujours est-il, voilà, le jeu est très intéressant. Allez-y, foncez. Et franchement, si c'est pour passer quelques soirées avec quelqu'un, en changer des séries télé, c'est un très bon jeu. Allez-y. Personne n'a joué. Non, pas encore. Moi, je joue au jeu environ 6 mois à 1 an après leur sortie. Donc, on est d'accord. Est-ce que c'est toujours comme le ceux d'avant où il fallait genre des fois ouvrir une porte et il fallait genre monter ton stick vers l'eau pour ouvrir la porte, et des fois il y avait des actions à la con nulles, genre cuisiner des œufs. Alors c'est toujours plein de QTE, ce qui est alors Quick Time Event. Il faut appuyer sur le bouton au moment où ça apparaît à l'écran. Donc c'est plutôt, c'est le truc qui me gavait complètement sur Heavy Rain. Et là pour le coup il y a ça, mais il y a tellement plus à côté que ça compense largement le côté un peu chiant de. C'est clairement pas un jeu où tu vas jouer pour je sais pas, découvrir te balader dans un univers. C'est le chemin entre la série télé et le jeu vidéo, c'est entre les deux. Exactement. Et ça marche bien. Pour une fois là, je suis agréablement surpris, ça marche vraiment très bien. Cyril.
Eh bien, je vais. Alors, du coup, juste pour situer, ce sera souvent le cas dans les Pifcast, on n'enregistre pas forcément quelques jours avant que ce soit diffusé, donc des fois on a du retard. Donc là, je vous parle d'un film qui a déjà été montré en France, qui est sorti, mais que j'ai découvert du coup. Voilà. C'est Sans un bruit de John Krasinski. Alors, c'est un film qui fait beaucoup parler de lui parce qu'il a tout pété le score au box-office américain. Là, à l'instant T, il en est à 187 millions aux US. Il a fait 450 000 en France, ce qui est vraiment pas mal. C'est pas du niveau en France des derniers, genre Split ou Get Out, mais pour un film de genre, c'est vraiment pas mal. Le principe, c'est très bien, c'est qu'en fait, c'est un film de futur. Apparemment, les extraterrestres sont arrivés sur Terre et en fait, ils sont sensibles au bruit. Ça on le sait dès les premières secondes. Et on suit une famille en fait qui a survécu à une sorte d'extinction de masse où tout le monde s'est fait buter par ces bestioles et forcément, ils ont appris à vivre avec ça. Du coup, ils font gaffe à tout ce qu'ils font, toute leur vie est réglé autour de ça, de fait de ne pas faire de bruit. Ils communiquent par signe des langues muettes, enfin des souris muets. Ils ont prévu sur leur chemin de mettre de la terre pour ne pas faire de bruit. Voilà, tout est construit autour du fait de ne pas faire de bruit et on va suivre du coup dans un monde post-apocalyptique leur vie et au travers de ça on va découvrir un peu mieux ce qui s'est passé. Alors juste un tout petit mot sur le réalisateur, c'est un acteur à la base que j'aime beaucoup qui jouait dans la série télé The Office. Il faisait le personnage principal qui s'appelle Jim. C'est l'incarnation parfaite du genre original, non, du principe qu'avec une barbe, un homme, c'est mieux. Alors, si vous ne connaissez pas Laurent Duroche a une barbe. Et sans, il est dégueulasse. Parce que John Krasinski, dans Sans un bruit, dont il est réalisateur, mais aussi l'acteur, personnage principal, il en impose bien dans le film. Dans The Office, il est plus jeune, il n'a pas de barbe, il ressemble à rien. Mais il est quand même marié à une des plus belles femmes du monde. Il est marié donc à Emily Blunt qui joue l'actrice principale du film. Je ne sais pas si c'est la plus belle femme du monde, mais une des plus belles femmes. Ah d'accord. Il n'a pas de barbe. Il faudrait que j'ai la liste des autres. Non, avec barbe, elle sera encore mieux. Et juste pour faire un parallèle, le film est sorti quasiment dans un mouchoir de poche en France avec Hérédité, dont on avait déjà parlé dans un précédent Pifcast. Et du coup, il y avait un peu dans le milieu des cinéphiles fantasticophiles une petite guéguerre entre c'est quoi le mieux entre Hérédité et Sans un bruit. Rien à voir. J'ai remarqué que souvent les puristes, les durs et tout, ils préféraient Hérédité pour son côté carré, machin et tout, et critiquaient souvent Sans un bruit pour plein de défauts dont je parlerai juste après. Et souvent le grand public préférait du coup Sans un bruit parce que c'est beaucoup plus efficace. Effectivement, moi j'ai préféré Sans un bruit à Hérédité, sans détester pour autant Hérédité, mais Hérédité prend beaucoup plus son temps, mais une bonne heure avant de démarrer. C'est des films. Oui, non mais on va pas revenir sur Hérédité, on a déjà parlé différents. Puis personne ne porte une barbe dans Hérédité, on est d'accord. Mais quelle heure dans Hérédité, c'est une très belle heure qui est très belle et qui est très intéressante. Mais moi, ce que j'ai aimé dans Sans un bruit, c'est le fait qu'on est directement dans l'action en fait. Et finalement, c'est ça que j'aimais dans les films. Moi j'aime les deux. Oui, mais dans les films d'horreur que j'aimais quand j'étais adolescent, en tout cas, ce que j'aimais, c'est que l'exposition n'était jamais très longue. En fait, je commençais avec Candyman, ça m'a pas beaucoup de temps avant de démarrer. Oui, c'est clair que Sans un bruit, c'est une Hérédité, pardon, c'est une exposition de 1h20. Voilà. Mais très belle, limite, elle est même mieux que le reste du film. Mais voilà. Et donc, Sans un bruit, ce que j'ai aimé, c'est son efficacité. Il y a un des gros défauts qui a été fait au film, et là, pareil, ce n'est pas un spoiler, c'est qu'il y a de la musique. Il y a trop de musique. Il y a une BO de Marco Beltrami qui se passe bien, mais que j'ai bien aimé quand même, mais qui effectivement dans le film, mais qui est du coup peut-être une trahison du principe d'un film où personne ne doit faire de bruit, et du coup, tu dois flipper comme eux. Et il y a plein de gens qui disent que c'est un désaveu. Moi, je trouve effectivement ça peut être préjudicier le film. Je me suis posé la question pendant le film, je me suis dit merde, c'est vrai que c'est quand même con qu'il y ait de la musique, mais moi elle m'a pas gêné en fait finalement, et je sais que c'est un des défauts qui revient souvent sur le film, voilà. Et juste un tout petit mot sur Krasinski, c'est pas son premier film, il avait fait 2 films avant, voilà, c'est son 3e film, et moi j'ai trouvé ça vraiment efficace. C'est un film de monstre, je l'ai dit, et le monstre est cool, enfin le monstre, voilà, et j'ai vraiment pris plaisir à ce film là. Il y a même ces petits moments jouissifs et tout, et même ces moments d'émotion. C'est jouissif, c'est touchant. Moi j'étais ému. C'est un des rares films où un personnage dit je t'aime dans un moment critique à un autre, et où c'est vraiment touchant. Parce que ça quand même, c'est le genre de scène qui a tendance à être ultra casse-gueule maintenant dans cet air cynique, et la scène est très belle, mais non, mais c'est vrai. Le film est passé à ça d'un label qui est pas encore homologué, mais qui mérite le claquage de beignet, mais voilà, c'est le titre du générique de cette émission. C'est vrai, c'est le Donut Slap. Voilà. Donc voilà, est-ce que d'autres gens l'ont vu ici? Oui. Pas encore. Mais je ne partage pas du tout votre enthousiasme. Désolée. En fait, pour moi, c'est vraiment un film concept. Voilà. Il faut pas faire de bruit. Bon bah voilà. Et il faut pas faire de bruit jusqu'à la fin du film. Oui, mais c'est le principe du. Oui, mais du coup, je trouve que ça transcende pas le truc, quoi, en fait. Et c'est, je crois que ça cherche pas, en fait, à transcender. En fait, mais du coup, moi, à un moment donné,
tu vois, voir des personnages qui sont dans un monde post-apo où il faut pas faire de bruit, se dire chute avec le doigt, à un moment donné, je peux pas y croire, quoi. C'est-à-dire que c'est sûr qu'il faut pas faire chute avec le doigt parce que de toute façon, tu sais qu'il faut pas faire de bruit. Donc à un moment donné, quand il y a le petit bébé, je veux bien. Mais quand t'es entre adultes, tu dis pas chute, faut pas faire de bruit. Bah oui, on sait en fait, mec, on essaie de survivre, on sait qu'il faut pas faire de bruit. Après, le film est attaquable sur plein de petits points. Ouais. Moi, ça me sort. Par exemple, ils ont des défauts en fait, mais les qualités ont rattrapé le tout pour moi. Déjà en mise en scène, c'est quand même super solide. La fin, c'est quand même 40 minutes de suspense non-stop, super bien agencé. C'est genre assez rare. les loupiottes, pour moi, ça me sort. Enfin, c'est complètement pas cohérent. C'est pas un truc cohérent d'aller dans un sous-sol pour allumer des loupiottes pour signaler que t'es en danger. Bah si, parce que c'est dans le sous-sol que tu vas pouvoir te cacher. Si t'es en danger à l'étage, je fais comment? Moi, j'essaie de tenir sans spoiler jusqu'à maintenant. Ça spoil rien, mais je sais qu'on a un étagé énervé à côté qui peut. Je vois pas mal de gens sur Facebook qui disent c'est complètement débile, ils sont dans un monde où il faut pas faire de bruit et c'est con, ils choisissent de faire un bébé. Bah ouais. Et l'humanité, elle se perpétue comment, trop du cul? Voilà, moi, je suis bon pour tenir sans spoiler, mais il y en a beaucoup qui sont incapables de. Mais non, mais elle est enceinte. Cette émission. Elle est enceinte. Moi, je savais pas avant de voir le film. Mais elle est enceinte au bout d'un quart d'heure de film. Bref, ce que je veux dire, c'est bien dit qu'il avait une barbe, donc. Voilà. Non, puis avant ça, faire le bébé sans faire de bruit, j'aurais bien voulu voir aussi. C'est faisable, un baillon et on n'en parle plus. Mais non, mais en tout cas. J'avais fait une blague, mais non, c'était à propos sur des bébés qu'on n'entend pas, en tout cas avec les Belgiques et tout, mais je le ferai pas finalement. Parce qu'il y a des gens qui sont très forts pour faire en sorte qu'on n'entend pas les bébés dans les maisons. Quoi. Bref, en fait, moi, je sortais de ce film en m'attendant à un truc plus. Enfin, en fait, j'attendais à ce que le concept serve un propos sur l'Amérique, le fait que personne ne puisse communiquer entre eux et tout. Et en fait, j'étais à l'origine déçu que ce soit juste un film sur la famille. Et en fait, en y réfléchissant, je me dis mais non, mais c'est bien. Voilà, c'est un film efficace, extrêmement c'est ce que j'aime, qui ne parle que de la famille, que du cadre familial et de la cellule familiale confrontée à une menace, et c'est très bien comme ça. Et pour l'anecdote, donc après Jordan Peele, donc Krasinski est le second comédien qui sort de nulle part, qui ne vient pas du genre, à faire un film de genre qui cartonne. Et je pense que c'est peut-être pas son dernier. Non, il est bien parti. Il y a un Sans un bruit 2 qui a été annoncé en tout cas, vu les succès du. Mais je pense qu'il le réalisera pas, Krasinski. Xavier ? Ouh, moi je suis désolé, moi ça va être beaucoup plus old school. On va voir parce que moi j'ai old school aussi. Ouais, j'ai sur la fantastique émission sur nos films de vacances, j'avais parlé donc du film Carnage. Voilà, et en fait ça m'a donné envie de revoir du slasher. Je t'allais parler de revoir la carrière de Bob Weinstein. Et là en fait, j'ai juste repensé au concurrent de Carnage, qui était donc Mad Men. Pas vu. C'est québécois, non, canadien, ça, c'est pas ça Non. Donc Mad Men, qui est un film de 1982, réalisé par Joe Giannon avec Galen Ross. Galen Ross que vous connaissez pour Zombie. Voilà, c'était la femme dans Zombie. Donc Mad Men, en fait, se basait, donc c'est un slasher, tout ce qui est plus classique. On va voir un camp de gamins comme d'habitude. Sauf que là, une des particularités, c'est que le fameux feu de camp arrive dès le début du film. On va raconter la légende d'un maniaque qui aurait sévi dans les bois, qui aurait massacré sa famille. Et Laurent fait du bruit. Avec le col de cygne. Petit con. Tu vois, t'es pas prêt. Petit con. Non, mais vraiment. Et donc, du coup, ils vont se raconter donc la légende de Madman Mars autour de. Oui, je sais. Autour du feu de camp. Et malgré l'interdiction formelle de l'un des moniteurs de se moquer du tueur en série, et ben évidemment, il y a un petit con qui va le faire. Sauf que du coup, ce petit con voilà, va réveiller le tueur en question qui est dans une baraque abandonnée, qui est à côté du feu de camp. C'est ballot. C'est ballot. Et donc le tueur va décider de les massacrer. Il fait son métier en fait. Mais totalement, c'est quand même relativement basique. Bon, je vais pas vous le cacher, le film est quand même monstrueusement con. Je crois que vous c'est un slasher, donc. Oui, non, mais là vraiment, on est au degré zéro. Là, c'est vraiment. Même on est très c'est du Tarkovsky à comparer. C'est complètement débile, quoi. Mais pour la petite histoire, donc il a été fait en même temps que Carnage, et les deux films en fait se basaient sur la légende de Cropsey, qui est donc la vraie fameuse légende qui se racontait autour des feux de camp, que ce soit chez les scouts ou les différents camps d'été. Les Turcs. Et en fait, il se trouve qu'il y a un couple dont l'un
était sur Mad Men et l'autre était sur Carnage. Et en fait, la personne qui était sur Carnage, je crois que c'était la nana qui était sur Carnage, en fait, a découvert donc que le film était basé sur Cropsy. Et donc, du coup, l'a dit à son petit ami qui a prévenu la production et ils ont été obligés de changer le scénario à cause de Carnage. Enfin, bon, ça explique pas tout, hein, le scénario est quand même super léger. Mais, si je conseille ce film, c'est que j'avais oublié à quel point Mad Men est bourrin. C'est un monument de violence et de gore. Mais c'est vraiment à mourir de rire. Là, on est vraiment dans un slasher gore dans le plus pur sens du terme. C'est de qui les gore, effets Je me souviens plus exactement. C'est pas une pointure comme Savini ou comme ça. Non, du tout. C'est assez étonnant de voir la gratuité et la méchanceté des morts, quoi. Je vous jure, c'est vraiment, ça fait plaisir à voir. Il y en a beaucoup, il y a un bon body count. Ouais. Parce que ça, c'est pour des slashers où il y en a 2-3 qui meurent, c'est toujours saoulant. Non. On est là pour ça quand même. C'est quand même pour nous, on est là pour autant Carnage. J'espère que c'est que des amateurs de genre qui vous écoutent parce que genre c'est cool, on tue des gens. Yeah. On est là pour voir ça. Il faut passer de slasher. Moi, un slasher, quand je vois au début qu'il y a 3 personnages, je fais putain, j'espère qu'il y en a d'autres qui vont arriver à mi-chemin parce que sinon ça va être saoulant. Et on n'est pas comme dans Carnage. Tu vois, Carnage, c'est concentré. Voilà, c'est concentré. On tue beaucoup d'un coup. Voilà. Sauf que là, c'est distillé, mais vraiment tout le long du film. Là, le coup du mort toutes les 10 minutes, je vous garantis, sans problème. La recette d'un plat. Ouais. C'est vraiment. Jean-Pierre Coff du slasher. Mort toutes les 10 minutes. Par exemple, pour vous donner une idée, petit spoil, il y a une nana qui va se faire décapiter parce que sa voiture, en fait, tombe en panne, donc du coup elle va regarder le moteur et en fait il y a le tueur qui décide de monter sur le toit de la voiture, il la regarde et il attend bien qu'elle ait la tête sous le capot et il saute à pieds joints dessus et hop, il n'y a pas ça dans c'est quoi, c'est Hellbent, c'était le film d'horreur gay où il y avait un mec qui se fait décapiter dans sa... je crois qu'il y a ça, c'était pas la tête qui pas avec une vitre, c'était une vitre qui décapitait. Il était bien ce film d'ailleurs, il était c'était sorti en 35 en France et tout, 35 mm, c'était cool. Parce qu'en 1935 un slasher gay, sorry. Enfin bon, quoi qu'il en soit, donc Mad Men est un slasher culte qui, je trouve, pas très très connu en France, même si dans tous les pays anglo-saxons, il a quand même sa petite renommée. Moi, je vous conseille quand même de le voir pour vous marrer, mais c'est plus un slasher à voir avec des potes, quoi. J'avoue, Xavier, tu m'avais pas trop donné envie, puis quand t'as dit que c'était bourrin et con, j'ai fait là, j'avoue, ça a titillé ma curiosité morbide. J'ai fait allez-y, éclaitez-vous, vous allez bien vous marrer, quoi. Et est-ce qu'il existe en Blu-ray, donc en import chez un Arrow. gros éditeur? Arrow l'a sorti en Blu-ray, ouais. Ok. Ouais, sans problème. Arrow sur le Arrow. On termine avec Laurent. Oula, c'est à moi. C'est clair. D'accord. On termine avec Laurent. C'est cash. Je vais vous parler. C'est Tabata. Voilà. Je vais vous parler d'un film italien de 1965 réalisé par Elio Petri, tiré d'un livre de Richard Schenkel, qui avait également écrit la nouvelle à l'origine, enfin tiré d'une nouvelle, qui avait écrit la nouvelle dont a été tiré Le Prix du danger. Donc c'est la 10e victime. Alors du coup, je vous parle pas du Prix du danger pour rien, puisque ce sont des films qui ont des sujets assez similaires. La 10e victime, ça parle donc d'une société future où pour éradiquer le crime, et là on va tout de suite penser à The Purge, American Nightmare, et je pense que ce n'est pas innocent, en fait on peut tuer une personne, c'est légal. Sénégal en France, au Sénégal, il y a un tirage au sort qui désigne un chasseur, une victime. Et si le chasseur arrive à tuer 10 victimes, il touche $1 million et il est, je crois, plus d'impôts à payer. Enfin, pépouze cool. Quoi. Pépouze. T'as de la thune et t'as plus d'impôts. Voilà. Et pareil pour la victime. Si la victime arrive à tuer 10 personnes qui le chassent, enfin voilà, bon, bref. C'est normal, si tu dis personne qui le chasse, du coup il devient tueur de 10 personnes. Voilà. Il joue au jeu finalement. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Bref, en tout cas, c'est donc avec deux personnages qui sont joués par des tout petits acteurs, c'est-à-dire Ursula Andress et Marcello Mastroianni. Donc à l'époque, en 1965, on fait difficilement plus glamour que ce couple. Et il se trouve que l'un est un chasseur. L'une était au début du film une victime, et en fait on voit que les rôles sont assez interchangeables. En fait, un chasseur peut devenir victime selon les tirages au sort, etc. Et donc elle, Ursula Andress, va être chargée de chasser Marcello Mastroianni. Elle va l'approcher parce qu'en fait il faut savoir que les victimes savent qu'ils vont être pourchassés par un chasseur, mais ils ne savent pas qui.
Voilà. Donc en fait, forcément, ils sont suspicieux de tous les gens qui vont les approcher. Voilà. Et du coup, Ursula Andress va approcher Matteo Mastroianni, et entre eux va se nouer une relation un petit peu ambiguë qui fait qu'on ne sait pas vraiment si eux-mêmes ne savent pas vraiment s'ils vont continuer dans ce jeu de chasse ou s'ils vont céder à leur amour. Voilà. Alors dit comme ça pourrait être très romantique, pas du tout. C'est un film. Alors déjà, c'est un pur film des années 60, un film d'anticipation des années 60 avec tout ce que ça implique de design années 60. Alors moi personnellement, c'est la période des années 60 où les films d'anticipation me cassent le plus les couilles, parce que c'est ceux où je trouve que la vision du futur était la plus datée visuellement. Et en commençant La 10e victime, je me suis dit, ça va être encore un de ces trucs où je ne crois absolument pas au futur, parce que le futur ressemble aux années 70 en fait, aux meubles ovaux, tu sais, comme ça, les fauteuils, des pattes def, trucs comme ça. Donc le film a commencé plutôt par me hérisser le poil. T'en sais rien, peut-être ça reviendra à la mode, tout ça. C'est déjà revenu, les pattes def, rappelle-toi. Il y a des mecs qui portent des barbes aujourd'hui. Le quoi? Sujet tabou. Oui, nous ferons un pif-casse sur les cheveux de Cyril plus tard. Et donc, il en faut au moins 3 épisodes. Et donc voilà. Et au final, il s'avère que non, le film prend beaucoup d'intérêt avec les interactions entre ces deux personnages, et devient assez prophétique sur plein de choses, notamment sur la façon dont le cinéma a continué à utiliser ce principe, puisque dès le début du film, il est dit que ce principe du chasseur et du chassé a amené la paix sociale sur Terre. Donc là, tout de suite, immédiatement, donc on pense au American Nightmare. On pense forcément au Prix du danger, même si finalement c'est tiré du même auteur. Mais voilà, c'est un film qui a été assez précurseur de toute cette façon de téléviser la violence, surtout que, et ça je vous l'ai pas dit, et c'est quelque chose d'assez croustillant, c'est que Ursula Andress, elle est sponsorisée par une émission télé. Et donc en fait, elle doit absolument faire ses meurtres en direct. Donc elle doit réussir à amener sa victime à un endroit précis où il y a une équipe de télé à une date précise pour pouvoir la tuer en direct. Donc elle est sponsorisée, elle a des impresarios, etc. Donc il y a tout un discours sur voilà, la mise en scène de la violence pour nourrir le peuple, nourrir la télé, etc. qui est assez fascinante déjà en 1965. Voilà. Avez-vous vu ce film ? Évidemment. Non, franchement, ça c'est un classique. Hein. Vraiment, il faut absolument le voir. Le film est vraiment génial, quoi. Franchement, en fait, le truc que j'ai remarqué, c'est qu'à chaque fois que j'ai parlé de ce film, tout le monde s'imagine que c'est un film chiant. Parce que Mastroianni. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais non, je vous jure, regardez-le. C'est mortel, c'est vraiment mortel. Ce n'est pas un film d'auteur comme les gens peuvent le penser. C'est vrai que Elio Petri, il a toujours été un peu à la limite du film de genre et d'auteur. On pense à Enquête au-dessus d'un citoyen de tout soupçon. Exactement. Mais même s'il y a plein d'éléments qui vont vous faire penser que c'est un film d'auteur, que ça va être chiant, enfin une sorte d'image même du cinéma italien des années 60, ce n'est pas ça le film, ce n'est pas ça. Oui, vraiment, vous allez vous éclater en le regardant, c'est vraiment super. Quoi. Moi j'ai 2 questions. Comment tu as été amené à voir ce film ? Est-ce que tu l'avais déjà vu avant ou est-ce que tu l'as revu ? Et comment tu l'as vu en fait ? Sur quel support ? Je le connaissais de réputation depuis très longtemps et j'avais jamais eu l'occasion de le voir. Le support c'est Orange. Je crois qu'il est passé. En fait, il est dispo à la demande, là, il est dans ma playlist. Il a été restauré récemment, il est ressorti en salle il y a 1 ou 2 ans. Mais il y a 2 ans, je crois. En catimini, personne n'est au courant, mais il est ressorti, je sais pas, c'est pas Carlotta, mais un éditeur comme ça qui l'a ressorti, quoi. Et c'est marrant parce que moi je connais le film depuis des années, jamais vu, mais je me suis posé la question, ça parle de quoi en fait. Et là c'est cool, j'ai enfin une explication de ça parle de quoi. Et ça donne vachement envie. Mais je connaissais le nom, je connaissais le titre, mais je sais pas, je m'étais pas dit tiens, c'est une 10e victime à tuer. Non, c'est bien, c'est cool. C'est vraiment assez fascinant cette vision du futur et de la mise en scène de la façon dont les médias vont devenir voyeuristes, etc. C'est pour un film du milieu des années 60, ça c'est assez visionnaire. Merci à tous les 4, on passe au dossier. Le 8 août prochain, le 3e volet des aventures de Détective D sortira en salle. Ça s'appelle Détective D, la légende des rois célestes. Et c'est toujours réalisé par Choi Hark. Je l'ai bien dit, c'est bon ? Ouais, ça va. Comme c'est l'un des rares films hongkongais qui parvient jusqu'à notre écran, nos grands écrans d'ailleurs, nous avons décidé de vous proposer un petit assortiment de délices made in Ashka. Et pour une fois, c'est moi qui vais commencer. Enfin non, ça fait 2 fois en fait. Est-ce qu'on peut déjà dire que malheureusement, Détective D3 n'est pas un film HK ? Oui, c'est Chine continentale, mais bon, on triche un peu quoi. Voilà, on va. Alors que les autres l'étaient ?
Non, d'ailleurs, aucun des trois. On va justement en parler. Le truc, c'est que le cinéma HK, c'est pas qu'il n'existe plus, mais c'est que il a été en grande partie phagocyté par la Chine populaire, puisque alors, peut-être rappelons avant de commencer cette mission, pour ceux qui ne connaissent pas la Chine. Où est la Chine ? La situation géopolitique de Hong Kong, qui était une péninsule sous domination britannique et qui a été, une colonie britannique en fait, et qui a été rendue en 1997 à la Chine, et jusqu'au moment où elle a été rétrocédée à la Chine, c'était une péninsule qui avait une autonomie économique et politique qui lui a permis, notamment en matière de cinéma, de devenir une espèce de vivier de liberté et pour des réels assez azimutés et qui avaient envie un petit peu de faire tout péter, et ce qui a donné une période, on va dire, de la fin. On peut déjà inclure la Shaw Brothers, qui a été le pourvoyeur de cinéma kung-fu dans les années, des cinémas de quartier du monde entier dans les années 60. On va dire que des années 60 jusqu'aux années 90, Hong Kong était un des endroits les plus créatifs en matière de cinéma. Et justement, vous allez te couper, pour la partie des années 90, c'est que énormément de réalisateurs en fait ont eu peur de 97, de rétrocession. Ils sont dépêchés de faire plein de trucs. Et donc du coup, il y a eu deux écoles. Il y a ceux qui sont restés et qui ont tenu à en parler, ce qui a nourri beaucoup de peur du futur. Et il y en a d'autres, par exemple John Woo, qui a décidé de faire son chant du cygne avec Hard Boiled pour ensuite partir aux États-Unis. Voilà. Mais il faut savoir un truc, c'est que c'est rétrocédé, c'est encore un peu autonome, si je ne me dis pas de conneries. En fait, ils ont décidé de garder la politique. Voilà. Et en 2046, ça sera entièrement chinois en fait. Il y a plusieurs phases, et là on est à la phase où c'est encore in between. Je parle en anglais pour faire le malin, mais c'est entre deux quoi. Et en 2046, si j'ai bien compris, ça sera totalement la Chine. Ce sera plus un truc à mi-chemin. Ils devront prendre du coup la monnaie de la Chine. Il y a plein de trucs qui vont changer. D'où le titre du film de Wong Kar-wai 2046. Alors du coup, la question, est-ce que ça a changé vraiment tous ces réalisateurs qui craignaient que ça change? Est-ce que ça a vraiment changé? Ils ont des capitaux, mais ils doivent faire gaffe. Le meilleur exemple, c'est récemment un film qui s'appelle Drug War, un film de Johnny To, où en fait la fin, c'est clairement l'État chinois qui a dit tu dois indiquer comme quoi la drogue c'est mal et qu'il faut vraiment punir du coup. C'est des trucs très moralistes, mais finalement tu as des mecs comme Johnny To quoi, qui utilisent ça pour faire un truc complètement fou, qui respecte finalement la volonté chinoise, mais qui du coup va beaucoup plus loin. Ça rend ridicule le truc tellement ça devient too much à la fin. Ce que fait Choi Hark dans ses films qu'il fait pour la Chine depuis justement le premier texte. Mais ce que ça a apporté, c'est que ça a apporté des fonds énormes, parce qu'avant c'était que la péninsule hongkongaise, que le film était en cantonais et pas en mandarin, et du coup c'était très limité sur le territoire local. Donc c'était souvent des petits budgets. Voilà, et c'était aussi des trucs, mais comme tu disais, complètement foufou. Et en fait, maintenant avec l'argent de la Chine continentale, au début, j'avoue, les premiers films qu'il y avait en Chine continentale, ils étaient quand même un peu flippants, tellement c'était. Mais ça y est, ils commencent à comprendre comment ça fonctionne, et on va en parler. Il y a des films. C'est beaucoup plus fin, et les budgets, par contre, sont énormes. Les grandes épopées. Ne serait-ce que le fantastique, puisque en fait, le cinéma chinois au départ ne voulait pas de films d'horreur, pas de films de fantômes notamment, pour questions religieuses en fait. Et il y a bien eu 2, 3, 4 ans où le fantastique chinois s'est complètement passé de films d'horreur à base de surnaturel. Ça a commencé à s'assouplir, mais voilà, ça a eu un rôle en effet, un effet sur la production. Et du coup, vas-y. Moi, j'ai choisi. Alors, je suis pas du tout une spécialiste. Non, mais cinéma ton choix est parfait. Mais par contre, j'ai choisi Zhu, les guerriers de la montagne magique, qui est donc un film de Choi Hark de 1983. Produit par Raymond Shaw, donc du coup je pense que Xavier pourra en parler quand il parlera de son film. Et en fait c'est un film qui est très accessible, on va en parler tout de suite. Donc le pitch c'est... Ou pas. Ou pas. Donc c'est un jeune soldat qui se retrouve en fait au cœur de la guerre des 11 rois, donc ça se passe dans la Chine médiévale. Il s'échappe d'un champ de bataille et il se retrouve au cœur de la montagne Zhu, qui est réputée comme étant magique. Et effectivement, il tombe rapidement sur des spectres. Il est sauvé par une espèce de guerrier qui a une épée magique. Et ce guerrier le prend sous son aile parce qu'ils doivent déjouer l'attaque d'un démon qui va terrasser le monde. Donc, rien que ça. Donc le film en fait est très largement baigné de culture chinoise. Donc il est adapté d'un livre chinois qui s'appelle Les dieux et démons de la montagne Zhu, écrit par Wanzhou Luzhu. Ça fait beaucoup de zoom. Ouais, c'est ça. Et en fait, en gros, il arrive en 1983. Il y a eu Star Wars en 77, c'est ça. Je me trompe pas. C'est ça. J'en doute un coup. Et en fait, Tsouark voulait faire un film à l'américaine, donc vraiment un film à grand spectacle, mais en même temps, il voulait pas non plus déroger à la culture chinoise. Et à un moment donné, il s'est demandé est-ce que mon film va quand même être accessible au public non chinois. Puis il s'est dit après tout. Tant pis, je fais le film en quel je crois et puis on verra bien si ça marche à l'international ou pas.
Donc il s'est posé cette question parce qu'en fait beaucoup de gens l'ont pas suivi sur ce projet. En fait, apparemment la prod était assez chaotique. Il y a plein de gens qui croyaient pas. Tous les films de Chayar. Et en plus, ça s'est pris quand même une grosse tôle, je crois, au box-office chinois à sa sortie en tout cas. Enfin, sa sortie à l'origine. En plus, il sortait d'une trilogie de films où il avait déjà essayé de casser un petit peu les modèles et où il s'était légèrement cassé la gueule. Genre histoire de cannibale. Ouais, il faut justement rappeler que Chayar, c'est un peu l'équivalent de Godard ou Truffaut en France. C'est la nouvelle vague hongkongaise. C'est des gens qui ont voulu casser les codes, justement, ce que disait. Et donc, c'est important, c'est cette volonté, comme tu dis, de ramener le cinéma à effets spéciaux à Hong Kong. Voilà, quoi. Mais dans le cadre de cinéma kung-fu classique. Voilà. C'est ça, en fait, de mélanger en fait, la modernité qui pouvait venir des effets spéciaux à l'américaine avec la culture chinoise. Et en fait, là où je le rejoins complètement, c'est que quand on n'est pas chinois, en fait, on peut pas vraiment appréhender le film, en tout cas, si on n'a pas un minimum de culture. C'est-à-dire que moi, je pense ne pas avoir tout compris à ce film. Mais cependant, ça m'empêche pas du tout d'aimer le film en fait. Alors, juste petit détail, si tu ne comprends pas tout dans le film, c'est aussi normal car il y a carrément des parties du film qui n'ont pas pu être tournées. D'accord. Il avait en fait, il y a eu il y a eu un problème, il y a eu une erreur de planning de tournage qui du coup a empêché le tournage de plusieurs scènes. Et lorsqu'il a demandé à avoir du rap de temps pour pouvoir les tourner gratuitement, on lui a refusé. Donc il a fait ce qu'il pouvait. Il n'y a pas Doodle à l'époque, donc il n'a pas pu s'organiser. Voilà. Non, mais en plus, en dehors des problèmes de cohérence du scénario, il y a quand même, je pense, plein de choses qui nous échappent. Quand il y a une reine des classes ou je sais pas quoi, ça a l'air très naturel pour les personnages et je pense que culturellement pas forcément parce que même... c'est du Choi Ark, c'est-à-dire que même Choi Ark lui-même par rapport à sa propre culture il peut être incompréhensible parce que c'est un mec qui fonctionne tellement à l'instinct et à l'envie. C'est marrant qu'on fasse ce sujet maintenant, alors parce que là pour le coup je vais faire un peu pour ma paroisse. Norman Movies qui sort très bientôt, qui sera du coup sorti quand vous en écouterez Spiffcast dans le numéro d'été donc. Voilà, il y a un papier signé par François Co que certains connaissent ici sur les effets spéciaux chez Choi Ark, la façon dont il a utilisé les effets spéciaux et il y avait notamment une anecdote, du coup il y a eu interviewé Carbon et Courtiot qui sont deux Français ex-journalistes qui sont allés à Hong Kong pour tenter l'aventure et qui ont fini par être notamment scénaristes pour Choi Ark sur un film nommé Black Mask 2 notamment, qui est un film assez barge. Et voilà. Et en fait, ils expliquaient que le responsable des effets spéciaux, qui était un Américain qui faisait les animatroniques et les créatures, il avait dit à Choi Ark qu'il lui avait amené une tête de lézard. Il avait dit bon bah voilà mec, avec l'argent que tu nous as donné, c'est vraiment c'est tout ce qu'on a pu faire. Donc la film pas trop plein pot, de loin ça passera, pas trop près, de loin ça passera avec un éclairage et tout. Et Choi Ark qui fait non j'en ai rien à foutre. Il l'a filmé plein cadre, pleine lumière. Apparemment pendant le tournage le mec il pleurait et il disait mais je rêvais de tourner avec lui. Il était dégoûté, voilà. En fait, Choi Ark, c'est un mec qui fonctionne à l'instinct, il s'en branle de tout, mais comme c'est un génie, il se plante pas trop, mais alors quand il se plante, putain. En fait, c'est plus tard qu'on se rend compte que c'était du génie, mais sur le coup, ça paraît ringard et tout, mais souvent, il a vachement d'avance sur tout le monde, en fait. Sauf sur Black Mask 2. Moi, je défendrais Black Mask 2 jusqu'à la mort. Mais le film est fun. Mais et Xavier aussi, je pense. C'est le seul film où un super-héros fait une roulade sur un lit. Au lieu de passer à côté. Oui, c'est bon, après, ce qui est bien dans Zoo, c'est qu'il y a quand même, on perçoit quand même des niveaux de lecture, donc notamment sur tout le début du film, en fait, où il y a les rouges qui se battent contre les bleus, puis il y a les jaunes qui arrivent, puis les oranges, les verts, etc. Puis finalement, on se rend compte que certains font semblant d'être morts, mais qu'en fait tout le monde le fait. Donc en fait, n'importe qui pourrait changer de camp en un clin d'œil. Donc c'est assez drôle en fait tout ce que ça raconte. Ce qui est marrant surtout, c'est que quand le héros arrive dans le monde des censés être des sages, des maîtres, il retrouve la même idiotie, exactement. Les mêmes problèmes d'ego assez minables par rapport au sort du monde. Et d'ailleurs à un moment il demande lui-même mais c'est qui eux ? Bah c'est les méchants, c'est nous les gentils. Alors tu comprends que les autres en face doivent se dire la même chose. Enfin bref, il y a un moment aussi le long sourcil qui dit mais je suis gentil, je suis habillé en blanc. Donc c'est un peu c'est assez marrant en fait. Le film est très drôle pour ça. Ouais, c'est vrai qu'il se moque bien des codes classiques, notamment du cinéma kung-fu de la Shaw Brothers, parce que la Shaw Brothers c'était, alors il y a plein d'exemples de films de la Shaw Brothers qui sont assez subversifs, mais globalement c'était quand même un cinéma assez codifié avec les méchants très clairement identifiables et les gentils aussi, donc le film se fout bien de la gueule de ça. Puis même il y a beaucoup de combats avec des filins, etc. C'est chorégraphié. Il y en a un par exemple qui consiste à essayer d'enlever le pantalon du gars et en fait c'est très très bien fait, c'est complètement chorégraphié. Justement, même au niveau chorégraphie, moi il y a des scènes j'ai trouvé de ouf quoi. Justement quand il est chez la Reine des Glaces et la salle est remplie de personnes et d'un seul coup ils sont tous en train de s'envoler en même temps. En fait ils se démultiplient, c'est-à-dire qu'il y a un espèce d'effet d'optique qui font qu'ils se démultiplient.
pour ceux qui sont novices sur le cinéma hongkongais, juste Choi Ark, c'est Dieu en fait. C'est mais de tous les pays, hein. C'est le plus grand pour moi à mon sens réalisateur de tous les temps. Kubrick, tu vas te faire enculer. Choi Ark, il est bien facile dans le top 5 des plus grands réalisateurs de tous les temps. C'est le plus grand. Et juste sur vraiment le côté vraiment visuellement très fort de ce film, je pouvais juste décrire une scène, c'est celle où à un moment donné il y a de la lave qui sort de la montagne et ça devient en fait une espèce de démon à base de foulard, on va dire, qui fait une chorégraphie. Non mais ça c'est à pleurer. Enfin c'est tellement beau. Juste pour ça, faut voir le film en fait si vous l'avez pas vu. Tu l'avais découvert je l'avais découvert. En fait j'avais découvert il y a longtemps. Je l'avais pris à la médiathèque. C'est précis. Voilà. J'étais là, elle vient savoir d'où vient les. Et du coup j'avais acheté le HK vidéo, donc le petit coffret tout fin là. Tu vois la peau du cul maintenant, non? Je pense que c'est pas à côté maintenant. Ah ouais. Attends, je vais le mettre sur eBay. Les HK vidéo, ça se vend cher. Le pire, c'est les coffrets histoire de fantômes chinois. Il a entre 200 et 600 balles. C'est bon à savoir. Merci. Moi jamais je revends le mien, mec. T'es ouf. Non, moi je les garde précieux. Et juste, il paraît qu'il y a une version américaine avec une fin alternative dans lequel non. Ah, c'est pas vrai? Non. Alors c'est pas exactement ça. Ah, tu as des conneries, Véronique. Non, mais en fait, je vais vous expliquer. Je vais me faire calmer en 2 minutes. Non, en fait, il y a effectivement un montage pour l'international. Et en fait, il y a une différence de 25 minutes. En fait, le personnage donc le héros, Yuan Biao, Tu vas dire exactement ce que j'allais dire, je crois. Vas-y. Peut-être. Et donc, du coup, en fait, qui joue un personnage. Jean-Claude Van Damme, tu te calmes. Qui est à notre époque. Qui est un étudiant et qui donc au avait Canada. rêvé. Non, ça c'est dans Dr. Way. Non. Enfin, oui, il y a effectivement deux montages, mais c'est le même délire. En fait, dans il était Zoo, étudiant en aussi. mythologie chinoise. Donc, il y a le début qui est différent. Et il y a la fin qui est différente. Mais c'est pas un truc ricain, ça, c'est comme Godzilla où il fait toujours le principe de contextualiser le film dans un truc. Il y a eu ça avec Fearless aussi, avec Jet Li. Oui, exact. Ouais. Avec Michel Yeo qui joue. Oui, tout à fait. Et donc, du coup, en fait, ils ont. Donc, t'as le début qui est différent, t'as la fin qui est différente, mais aussi la bataille du début, qui a été quasi expurgée totalement. Est-ce qu'on peut dire un tout petit mot sur le casting du film? Est-ce que tu peut-être prévu de le faire, non? Je sais pas, non. Est-ce que tu avais prévu d'en parler? On n'a pas prévu, non. Alors, donc on a Yuan Biao que tu as cité, qui est le héros, ouais. Qui est un des 3 Lucky Stars. Voilà, un des Lucky Stars qui était un groupe d'acteurs de kung-fu comédie centré sur Jackie Chan, avec aussi Sammo Hung. Sammo Hung qui est donc la 2e star du film, qui lui est une espèce d'anomalie, ne serait-ce que physique, puisque c'est un monsieur assez enveloppé, qui est un putain d'artiste martial de déglingo. Je vais y revenir, ne voilà, t'inquiète pas. Oui, forcément. Ah bah oui, nous allons en parler. C'était prévu pour ça, bien sûr. C'était pour la tradition. Bon, et bien alors, nous allons reparler. Surtout, très important, je sens que parler de Brigitte Lin. Donc, oui. Alias Brigitte Lin Chinxia, qu'elle est belle. qui est juste très belle. Une femme magnifique, très belle. Et qui est aussi une des grandes références au niveau des actrices chinoises, car c'est vraiment elle qui a été l'une des instigatrices de la femme forte dans le cinéma chinois et dans le cinéma martial. Il faut savoir que sa coiffure dans Zoo était très compliquée à faire. Non mais c'est pas des blagues, j'avais vu une interview, il racontait ça. Et en fait, des fois, il faisait qu'un plan par jour parce que sa coiffure, qui est un peu bizarre, était très compliquée à faire. Voilà. Choi Ark a été un des grands chantres d'ailleurs de la mise en avant des personnages féminins dans le cinéma grand public. Ouais, tout à fait. Ouais. Et donc, Sammo Hung. Alors, donc, à mon tour, Sammo Hung, moi je vais vous parler donc de L'Exorciste chinois. Meilleur film du monde. Qui est. Ça à chaque fois. Non, mais qui est un film monumental. Je me permets juste, donc, je lance un appel aux auditeurs de Spiffcast. Si vous avez envie qu'un jour on fasse, parce qu'on pourrait parler de Choi Ark des heures, si un jour vous avez envie qu'on fasse un Pifcast spécial Choi Ark, dites-le, manifestez-vous. Il en faudrait 16. Manifestez-vous. Et si vous n'avez pas envie, dites-le aussi. Voilà, et si vous avez envie, dites-le, parce que... Là, il n'est pas super partant, mais... Il faut savoir que dans cette émission, il y a des courants contraires qui s'affrontent, et c'est pas tous les jours on est quand même 3 fans de Choi Ark. Xavier, toi et moi, on est quand même des ultra... Moi, je dis c'est le plus grand réalisateur de tous les temps. C'est bien, on peut vous laisser aussi entre vous enculer, puis on revient plus tard. Pas de gros mots dans ce podcast. Bon, allez, Dieu que c'est laid, Dieu que c'est laid. Donc moi je vais vous parler donc de L'Exorciste chinois. Donc le titre VO qui m'a toujours fasciné, qui est donc Encounters of the Spooky Kind, ou aussi Close Encounters of the Spooky Kind, qui est donc un film de Sammo Hung, qui est écrit par Sammo Hung et dans lequel joue Sammo Hung. Voilà. C'est le Robert Hossein en Congo. Un petit peu plus souple. Quelque part. Donc Sammo Hung, pour la petite histoire de reprendre, donc, fait partie des Lucky Stars. Donc le trio de tête des Lucky Stars, évidemment, c'est donc Jackie Chan, Yuan Biao et Sammo Hung. La plus grande star, donc Jackie Chan. Yuan Biao n'a
pas eu la carrière qu'il méritait, je pense. Même s'il a quand même beaucoup bossé, hein, soyons honnêtes, il a quand même fait des bons films. Et nous avons donc Sammo Hung, qui est, de mon point de vue personnel, le meilleur. À la fois au niveau réalisation, je trouve que vraiment, ce qu'il fait, il a fait des chefs-d'œuvre. C'est dingue ce qu'il fait. Au niveau aussi de la mentalité, il a une mentalité très, très particulière sur les arts martiaux, mais je vais y revenir plus tard. Et surtout, physiquement, mais waouh, quoi. Juste waouh. Donc, l'exorciste chinois, en fait... Est-ce que tu peux peut-être situer, pour que les gens situent facilement Sammo Hung, la série? Non, je refuse. Non, mais allez, ça va aider les gens. Je refuse. L'époque du film aussi, on n'a pas dit quelle époque. Tout à fait. Donc, ça s'appelait quoi, le flic de Shanghai? Non, c'est lui. C'est lui. Sammo Hung, c'est le flic de Shanghai. Et c'est lui, c'est lui grand sourcil dans Zoo. Oui, c'est lui. Oui. Ah, mais on le reconnaît pas du tout. Hein. Non. Long sourcil, par contre. Sourcil. Donc du coup, en fait, c'est l'exorciste chinois. C'est donc un film produit par Boho Film, qui est donc la boîte de Sammo Hung, et distribué par Golden Harvest. Donc c'est un film de 1980. Donc on va suivre le personnage de Sammo Hung, qui est en fait un mec tout ce qui est de plus lambda, et qui est marié. Et en fait, son patron et sa femme ont une liaison, et donc vont décider d'éliminer Sammo Hung. Sauf qu'ils vont décider de l'éliminer à coup de malédiction, de démons, de fantômes, voilà. Sauf qu'un de ses camarades découvre un peu le poteau rose et va décider de l'aider. Et en fait, nous avons donc un film qui est un mélange de film d'horreur, de kung-fu, de comédie, à un instant précis où en fait la comédie hongkongaise se cassait un peu la gueule. Et en fait, l'idée de génie de Sammo Hung a été donc d'incorporer des éléments du jiangxi, qui est donc tout ce qui traite des... alors les puristes reconnaîtront facilement, c'est un mélange entre le zombie, le vampire, qui avance à cloche-pied et qui est généralement contrôlé par un prêtre taoïste. Alors, dans mon souvenir, et je ne suis pas sûr que ce soit ça à 100%, s'ils avancent à cloche-pied, c'est parce que quand on les met dans les cercueils, on leur noue les pieds pour être sûr qu'ils aillent tout droit vers l'au-delà et qu'ils ne dévient pas. Et c'est pour ça qu'ils sautent, en fait. Voilà, c'est exactement ça. Et en fait, le genre jiangxi était déjà un genre qui existait depuis très longtemps dans la littérature. Et en fait, le fait de l'incorporer dans un genre kung-fu et comique, ça a donné un nouvel essor, ça a créé un genre, littéralement. Dont l'avatar le plus célèbre est Mr. Vampire. Les Mr. Vampire. Les Mr. Vampire. Voilà. Et justement, pour Mr. Vampire, qui est donc avec Lam Chi-ning, que nous retrouvons dans L'Exorciste chinois. Donc en fait, le film est énormément basé sur de l'humour cantonais. Comme quelqu'un l'a dit un jour, je ne sais plus qui, l'humour cantonais est un mets fin et délicat qui nécessite un palais à toute épreuve. En gros, c'est les blagues de Bigard, c'est fin à comparer à l'humour cantonais, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Et c'est cool, quand t'aimes bien, c'est cool. Hein. Mais voilà, quoi, c'est vraiment super sympa. Mais surtout, ce qui marque vraiment dans L'Exorciste chinois, c'est Sammo Hung. Sammo Hung, mais je vous jure, les chorégraphies dans le film sont absolument incroyables. C'est à un niveau pareil, mais je suis désolé, mais dans L'Exorciste chinois, pour moi, il met une patate à Jackie Chan. Sans hésiter, quoi. Ouais, c'est clair, ouais. C'est moins démonstratif, c'est surtout que c'est plus fin, on va dire. Ouais, tout à fait. En même temps, quand il lâche les chevaux, moi, dans L'Exorciste chinois, je me rappellerai toujours du passage où il s'écrase sur le toit au ralenti et tout. Ouais, tout à fait. Ouais. Jackie Chan, c'est plus cinématographique, dans le sens c'est plus slapstick, il y a plus d'énergie. Ouais, tout à fait, ouais. Et Sammo Hung, c'est plus, quand tu réfléchis, c'est même plus chiadé, finalement. C'est plus chiadé, et en fait, il y a un subtil mélange de, en fait, le fait de faire partie de Equistar a impliqué qu'ils ont tous eu une éducation extrêmement stricte, extrêmement compliquée. Et en l'occurrence, Sammo Hung, lui, il avait des problèmes de poids. Et en fait, il avait un traitement de faveur, entre guillemets, il s'en prenait plus plein la gueule que les autres à cause de sa corpulence. Et en fait, lui, plutôt que de perdre du poids, il a décidé volontairement de garder ce poids et de montrer qu'il était
capable de faire aussi bien, voire mieux que les autres. Il fait des saltos, enfin c'est dingue. Non mais dans l'exorciste chinois, vous allez voir ce mec d'une grâce et d'une souplesse, mais putain, allez me trouver un mec qui a ce niveau-là. Quoi, mais tu parlais tout à l'heure de ses talents de réalisateur, enfin on s'écarte un peu le sujet, mais je me souviens quand j'avais découvert The Prodigal Son, qui était sorti chez HK Video, j'ai vu un film avec un scénario qui tue en fait, et avec des trucs assez émouvants par moments, c'est dur et tout, je sais putain, mec. Et avec du fantastique, Prodigal Son en plus. Pas vraiment, c'est une sorte de mensonge. C'est un mec qui paye des gens pour faire croire que son fils est pas balèze en baston. C'est lequel de son film où il se bat contre une espèce de démon tout blanc qui était dans une boule là Ah oui. C'est pas Prodigal Son. Non, c'est The Dead and the Deadly. Oui, ouais. Putain. Juste pour dire, ce Prodigal Son, pendant que vous trouvez le nom du truc, c'est que c'est un très beau film avec plein de, enfin, qui se tient en tant que scénario. Tout souvent les films hongkongais. Moi, je voulais voir surtout ça pour des prestations un peu martiales ou des trucs un peu what the fuck. Mais quand j'ai vu le film, j'étais curieux. J'ai dit, putain, l'histoire, elle est dingo. Quoi. Parce que Prodigal Son, et tout. Justement, Prodigal Son, et je crois qu'en fait, c'est à cause de ça qu'il était un peu en froid avec. Vous avez retrouvé, non? C'est Warrior 2 que tu parlais? Non, du tout. La fureur du revenant. Oui, la fureur du revenant. Et par exemple, avec Liu Xiaoliang, ils étaient pas d'accord sur la mentalité sur les arts martiaux. Alors, Liu Xiaoliang, citons, c'est un des grands Manitou de la Kung Fu comédie. Oui. Et du coup, en fait, toute son éducation martiale était tellement difficile que pour Sammo Hung, en fait, les arts martiaux ont perdu cet état de grâce, cette philosophie. Et du coup, pour lui, en fait, les arts martiaux, c'est quelque chose de dur, qui sert à faire mal, qui sert à tuer. Et c'est pour ça que Prodigal Son, il prend autant au trip, parce que c'est vraiment sa vision des arts martiaux. Oui. Et si vous avez un film de Sammo Hung, regardez celui-là, vous allez voir, vous n'allez pas voir l'image que vous avez d'un film hongkongais, vous allez voir un vrai film qui va vous prendre au trip, et qui en plus a tous les avantages d'un film hongkongais, c'est-à-dire des bastons que tu vois nulle part ailleurs, des acteurs qui sont à fond dans leur truc. Non, vraiment, et un autre dans le même genre, dans la même logique, c'est Eastern Condor, son film de guerre. Qui est un vrai film de guerre, justement. Voilà, un vrai film de guerre, mais avec des chorégraphies de malades, des bastons de malades, mais en même temps qui est ultra sérieux. C'est un côté très. Il y a vraiment plusieurs genres. T'as un petit côté Indiana Jones, un petit côté James Bond, un petit côté Rambo. Ouais. Et le film, c'est pas le film que tu imagines avec les a priori d'un film hongkongais, c'est pas le film que tu imagines voir. Il y a des scènes mais vraiment tristes dans le film. Quand t'as certains persos qui meurent, qui t'attend pas à ça aussi. Enfin, on renonce sur l'exercice chinois. C'est juste pour dire que Sammo Hung, du coup, c'est un très bon réalisateur. En fait, Sammo Hung, moi, je veux surtout vous lancer sur Sammo Hung, regarder tous ses films. L'exorciste chinois, c'est un exemple parfait où le mec, c'est quelqu'un de très intelligent sur ce qu'il fait, au niveau de la réalisation, au niveau de l'écriture. Et vraiment, l'exorciste chinois a lancé un genre qui a duré mais pendant des années, quoi. C'est un point tel que même actuellement, même l'année dernière, on recevait encore des films pour le PIF qui étaient inspirés de l'exorciste chinois. Notamment les films de cet acteur qui est passé réalisateur et qui a fait plusieurs films fantastiques, qui a fait Rigor Mortis. Non, je pensais à l'autre. Rigor Mortis, on en a passé un la dernière au PIF. Merde, putain, j'ai oublié le nom. Truc d'exorcisme. Oui, j'ai oublié comment il s'appelait. Je sais plus comment c'est. Mais bref, mais on l'a passé au PIF l'année dernière. Oui, je sais bien. Il y a 2 ans, c'était il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans. Et où Rigor Mortis, donc voilà, qui sont des films hongkongais qui continuent à parler du surnaturel en mêlant un peu kung-fu. Donc je me trompe. C'est pas le même réalisateur que Rigor Mortis, mais ça fait partie un petit peu de ses films récents. Véronique regarde la programmation du PIF en 2016, passé le dimanche. Mais ouais, du coup, le genre Jiangxi, lui, il est toujours d'actualité. Par contre, la comédie kung-fu horreur, celle-là, elle a quand même pas mal perdu de vitesse, quoi. Keeper of Darkness, c'est ça? Ouais, c'était ça, Keeper of Darkness. De Nick Chung. De Nick Chung, voilà, ouais. Qui est un acteur qui est passé réalisateur et qui a fait 2-3 films fantastiques qui mélange un peu les tons. Un acteur qui passe réalisateur? J'ai une question un peu de novice. Quand tu dis comédie horreur, le degré d'horreur, alors il se situe. Disons que au niveau du degré d'horreur, c'est qu'en fait c'est plus du film de fantôme. Et qui est l'horreur pour les Chinois en fait. Moi, j'ai regardé juste la bande-annonce parce que j'ai pas pu le voir. Ça m'a fait penser à l'expo au Quai Branly en fait. Exactement, oui. Fantôme et enfer et fantôme chinois. Et c'est ça qui est important, c'est qu'en fait, ce qui fait peur à un Hongkongais ou un Thaïlandais ne fait pas forcément peur pareil à nous. Ça peut nous faire rire en fait. Moi, j'ai vu beaucoup de films thaïlandais avec des têtes qui volent, où c'est risible, mais pour eux, les mecs en Thaïlande ils pètent un câble en voyant ça. En vrai, tu verrais une tête qui vole, je pense que tu ferais pas très bien. Mais c'est un problème de culture en fait. Mais c'est ça, c'est que du coup, comme ils se basent sur des figures démoniaques ou fantomatiques qui existent depuis des siècles,
c'est vraiment ancré en eux, quoi. Donc du coup, pour nous, des fois, ça peut paraître un peu bizarre. Le fait d'avoir ces sortes de vampires zombies qui sautillent, ça va nous faire rigoler. Sauf qu'il y a des films très sérieux comme ça, quoi. Cela dit, je me rappelle que la scène pré-générique, générique, est assez flippante. Et en fait, j'ai voulu montrer le film à mon fils parce que je me suis dit, tiens. Et un peu gore, hein, quand même, et en fait, il y a un moment où un vampire ou un démon, je sais plus, chope la jambe de Sammo, qui est en plein cauchemar. Il lui arrache un gros bout de chair et mon fils m'a fait, t'es sûr qu'on va regarder ça? Genre, c'est ton fils lui-même qui t'a dit, ça craint quand même, quel père ingrat. On continue avec le film de Cyril. Et donc, on parlait d'acteurs qui deviennent réalisateurs. Ça tombe bien, c'est le sujet de film. J'avais pas compris ta transition. Bah ouais, du coup, j'étais là. Merde. Et puis merde. Je vais vous parler d'un film de Stephen Chow. Alors, Stephen Chow, je vais faire un gros raccourci qui va énerver peut-être les fans, mais pour ceux qui ne se connaissent pas, Stephen Chow, c'est un peu le Jim Carrey hongkongais. C'est horrible de dire ça parce que c'est autre chose. Je suis super vénère. Non, mais. J'aimerais péter la gueule. Stephen Chow, c'est un peu le Takeshi Kitano au Japon, c'est un peu l'acteur comique hyper populaire, en tout cas à Hong Kong, qui a joué dans une pléthore de films et qui s'est mis à réaliser. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est marrant, en parlant d'acteur-réalisateur, il a fait son premier film donc, en tant que réalisateur, c'était le From Beijing with Love, en France, qui s'appelle Le Bon Baiser de Pékin, qui est une parodie de James Bond et qui tout de suite va donner... Mais pas que, c'est ça qui va donner un peu le ton de tous les films dont je vais parler et surtout du film dont je vais vous parler pour cette émission. C'est que c'est des films drôles mais qui peuvent d'un seul coup être tragiques et d'un seul coup être émouvant. En fait, ce qui est chiant, c'est qu'on parle quasiment tous de génie. C'est-à-dire que Choi Ark, c'est un génie. Sammo Hung, c'est un génie. Stephen Chow, c'est un génie. Par contre, moi, le réel de mon film, c'est pas. On le garde pour la fin, le dire. J'allais dire ça tout à l'heure, j'allais attendre qu'on ait tous fini, mais en fait, c'est bien, c'est entre Véronique, Xavier, Talal et moi. On a chacun pris des réalisateurs très importants à différentes époques. Ouais. Je dis pas encore qui pour Talal, et qui sont très représentatifs de ce que le Hong Kong peut faire, mais je garde la surprise pour Talal. Et moi, j'ai pris une merde. Et toi, t'as pris une merde. Donc, je vais vous parler donc de Journée to the West, qui est l'avant-dernier film de Stephen Chow, sachant que le tout dernier film qu'il a fait, c'est The Mermaid, qu'on avait passé au PIF en 2016 en 3D, qui avait beaucoup marché, qui est un film qui est mortel. Juste rappel un petit peu de la filmographie donc donc Stephen Chow en tant que réalisateur. Donc j'ai dit From Beijing with Love. Après il a fait Forbidden City Cop. Je crois que c'est le seul film que j'ai pas vu de lui d'ailleurs. Il paraît que c'est très bien. Il a fait The God of Cookery, qui est un film d'ailleurs qui a été fait par Choi Ark, qui a un équivalent qui s'appelle le Festin chinois. The God of Cookery, c'est un peu genre le petit chef en film, c'est-à-dire des combats de bouffe avec des gens qui cuisinent hyper bien. C'est un des seuls que j'ai pas vu de lui. Il est dément. Il a fait ce qui est pour moi peut-être son chef-d'œuvre, qui s'appelle King of Comedy, qui parle du métier d'acteur et qui est, je sais pas si tu as dû voir Xavier, je pense. C'est son chef-d'œuvre. Et je crois même qu'en Chine, c'est considéré comme son meilleur film. C'est dingo. C'est réalisé par Martin Scorsese, donc c'est le roi singe. Non, moi quand j'ai lu tout le monde, j'ai découvert plus tard, j'ai découvert le Scorsese après avoir découvert le Stephen Chow, j'ai fait quel copieur celui-là, quoi. Évidemment. Il a fait, et c'est ce film qui l'a fait connaître en Occident. Il a fait Shaolin Soccer, qui est une tuerie, quoi. Vraiment, moi qui aime pas le foot, c'est le film qui me réconcilie avec le sport. Il a fait, peut-être ce que j'aime, c'est moins mon film, mais qui a plu à l'époque, c'est Crazy Kung Fu, alias Kung Fu Hustle en anglais, qui sont films un peu cartoonesques, avec des gros budgets, Warner, machin tout, mais qui, moi, je trouve, est assez fade, mais qui, bon, c'est son film aussi, son plus gros budget de tous les temps. Il a fait un film, et je crois que Xavier n'est pas d'accord avec moi, complètement dingo, qui s'appelle CG7, qui est un film que j'aurais dû mettre pour les films pour enfants à la place de Totoro. Exactement. Mais j'ai pensé après. C'est un des films préférés de mon fils. Ça raconte une sorte de flubber, une sorte d'alien qui vient sur Terre, un gamin clochard et que son père clochard découvre ça va peut-être changer leur vie. Mais j'en dis pas plus. C'est un film pareil qui te fait passer des rires aux larmes en 2 secondes. Et puis donc il a fait Journey to the West, Conquering the Demon. Est-ce que tu as fait exprès de ne pas mentionner le roi singe? On va dire. Non, mais moi je vais en parler. Il est réalisateur. Il est réalisateur. Le diptyque Le Roi Singe, c'est lui qui l'a réalisé. Journey to the West, c'est la 2e fois qu'il. Jeffrey Lowe. Non, il l'a co-réalisé avec Jeffrey Lowe. Ouais. D'accord, autant pour moi. Alors c'est pour ça que j'allais en parler à la fin, mais je pensais qu'il avait juste été acteur. Alors je suis désolé. Donc on en reviendra. Donc il a fait donc Journey to the West. Alors Journey to the West, Xavier, on avait déjà parlé, il me semble, dans une précédente émission, est une énième adaptation de l'histoire hyper connue en Chine du roi singe, dont c'est leurs 3 mousquetaires. Voilà, ce que vous venez de dire à l'instant, il en a déjà fait en fait 2 films dans les années 90 en 95. Donc il a déjà été acteur et donc je ne savais pas réalisateur. Je suis désolé de ne pas savoir ça, quoi. Mais moi aujourd'hui je vais vous parler donc de Journey to the West, donc en fait qui est donc une nouvelle itération de cette histoire, qu'il a co-réalisé avec Derek Koch, qui est un gars qui a fait pas des trucs très bien après, mais qui avait fait Gallants, un film avec toutes les vieilles gloires du kung-fu, de la kung-fu comédie, qui venait en tant que vieillard se battre et tout, qui a fait plutôt rigolo. Et donc il a co-réalisé ce film-là. Et Journey to the West, alors pour la petite histoire, Xavier m'en parlait déjà en 2012. Oui, cet homme ne m'écoute pas en fait. En me disant Cyril, j'ai vu ce film-là, c'est vachement bien, faut qu'on le passe au pif. Et j'ai fait oui, on verra. On ne passe pas. Et je découvre le film, je sais pas, 2 ans plus tard. Et j'ai pété un câble devant ce film. Je trouve que c'est extraordinaire. C'est un des films les mieux que j'ai vu ces dernières années. Je dis souvent ça, mais ce film m'a rendu ouf, mais vraiment ouf.
Ça commence par une séquence dans un village. Alors je vais expliquer l'histoire. Enfin, le Roi Singe, c'est chiant à expliquer. Oui, c'est compliqué. Bon, on va dire que c'est un film. Surtout qu'en plus, c'est pas comme ça. Ouais. On va dire que c'est un film qui se passe à l'époque médiévale, on va dire, avec des éléments surnaturels. Et dès le début du film, on est dans une sorte de village de pêcheurs. C'est l'histoire d'un chasseur de démons qui va à la fois rencontrer une chasseuse de démons et qui va, pendant son voyage, tomber sur le roi singe qui est un démon extrêmement puissant qui a été puni par Bouddha. Voilà, et il va le libérer avec des conséquences. Mais donc rien que la première séquence, si vous voulez être convaincu, regardez juste le début du film, la séquence qui se passe dans un port de pêche où ils vont se battre contre un démon en forme de poisson. Cette séquence qui doit durer une demi-heure, je pense, est à la fois martialement parlant dingue, à la fois de l'humour, moi j'en pleurais de rire, très cruel par moments. Il y a des choses, tu dis à des moments, mais putain, ils ont vraiment fait ça, et tu verrais jamais ça dans aucun cinéma de la terre entière. C'est le début. Non, parce que ça va te cacher un truc. Mais imagine-toi quelque chose de très dramatique. Oui, je l'ai vu. Je l'ai vu. Voilà, de dingue. Et le film n'arrête pas tout le long. Le film est comme ça, rempli de moments de bravoure et de drôle. Moi, j'en pleurais de rire, quoi. Vraiment, c'est un film qui m'a vraiment tué, quoi. Donc voilà, on a dedans, dans le casting, il y a Chouki, en fait, une actrice qu'on... Bon, alors, on va tout de suite arrêter cette émission. Pas la poupée de sang, hein, Chouki, tout est dit, drop the mic, une des plus belles Chouki qui est une habituée, surtout des films d'auteur à la base, les films de Ousassian par exemple, elle joue dedans, mais qui fait aussi beaucoup... Elle a fait par exemple... C'est grâce à elle que j'ai réussi à regarder un Ousassian. Parce que c'est grâce à elle que j'ai pu regarder Le Transporteur. Ah oui, aussi. Mais voilà, elle joue dans les films... Elle a fait aussi des films un peu... C'est quoi En fait, elle a commencé dans des films... Taïchi Zero aussi, elle avait joué dans des films un peu plus populaires récemment et tout. À la base, elle a eu une carrière d'actrice sexy, dénudée. Elle a même eu une carrière de modèle pour photo porno. C'est pour ça que j'ai connu au début, moi. Voilà, c'était des photos de cul sur internet au début d'Internet. Exactement. Et en fait, cher auditeur, prenez vos claviers. Elle a du coup très bien mené sa barque parce que petit à petit, en fait, elle est passée dans des rôles, on va dire, soyons honnêtes, de potiche. Où elle était là juste pour sa plastique, voilà. Et au fur et à mesure, les gens ont découvert son jeu d'actrice qui était plutôt pas mal. Et puis maintenant, voilà. Quoi. C'est Millennium Mambo le tournoi. Ah ouais, totalement. Moi, j'avais vu le film. Non, c'est Gorgeous. Juste donc pour avant de finir, vous laisser la parole. Il y a eu une suite. Alors, je vais expliquer les bases de la suite. La suite est produite par Stephen Chow, réalisée par Choyark, écrite par Stephen Chow. Stephen Chow et produite par Stephen Chow. Donc, autant vous dire qu'il y avait donc Mon Dieu qui réalise Stephen Chow que je suradore. D'un film que j'ai suradoré. Les bandes annonces à l'époque, elles étaient pleines de gags méta et tout, ça donnait hyper envie. J'étais remonté comme possible. Et la preuve que je suis quand même intègre, contrairement à plein d'autres gens que je ne citerai pas, je suis sorti dégoûté du film en fait. Et je ne citerai pas parce qu'ils ne sont pas ici, quoi. Mais il y a des gens qui sont connus pour être des ateliers du cinéma. Et moi, voilà, ça vaut être un auteur que j'adore, je peux dire, voilà, non, Choyark m'a complètement déçu. C'est un des premiers films de Choyark, mais Choyark, de toute manière, c'est simple, tous les 3 films, il fait un truc pas terrible. Ouais, mais là, en tout cas, la suite, il y a des fulgurances, mais ça ne prend jamais. C'est surtout que c'est incompréhensible déjà parce que tout le cast change à peu près. Ouais. Alors, il y a des trucs que tu comprends parce que c'est pour avoir un acteur plus beau gosse, plus vendable, mais globalement, c'est quand même incompréhensible. Et surtout, c'est quand même le truc où tu te rends compte que Stephen Chow filme mieux l'action parfois. Oui, que Choyark. Ça m'a surpris parce que. Parfois. Et donc, juste avant de vous donner la parole, il y a juste un film pour ceux qui voudraient s'intéresser à la filmographie de Stephen Chow, un film dont il n'est pas réalisateur, que je considère comme un chef-d'œuvre qui est peu connu à part par les fans de Stephen Chow. Il y a beaucoup de chefs-d'œuvre cette nuit. Qui s'appelle Love and Delivery. Et qui est un film sur. je sais pas l'histoire. C'est le remake de 9 mois. Non, c'est le film où, si vous avez déjà vu des images, où Stephen Chow a un masque de Garfield géant. Et le film a une séquence dans le film avec Sean Garfield où je crois que j'ai jamais autant pleuré de rire de ma vie. Et je l'ai testé sur des gens qui connaissent pas cet univers-là et tout, qui m'ont dit ouais, ça va quand même très loin de ton truc, mais on aime bien, quoi, voilà. Donc je vous laisse maintenant parler de Journey to the West. On aime bien ou on t'aime bien? Non, on t'aime bien. Et voilà, pour moi c'est un film qui je pensais être bien, qui m'a juste retourné la tronche. Pourtant je connais le réalisateur, je connais l'acteur, je sais que j'aime bien ce qu'il fait, mais je m'attendais pas à ça. Xavier, je tiens à le dire publiquement dans ton monde, pardon. Mais ça t'apprendra, pour une fois, oui, merci. Ça t'apprendra de ne pas assez insister. J'en veux, voilà, c'est les gens comme ça qui j'insiste tout le temps avec tout le monde, on m'écoute jamais. Non, mais il avait raison. C'est vraiment, j'aurais dû l'écouter. S'il y a un Blu-ray Asia qui existe, c'est pas sorti en France malheureusement, mais il y a un Blu-ray américain avec des sous-titres anglais qui existe, même français, je crois. Je suis pas sûr pour les Français, mais foncez, c'est dingue. Si vous avez aimé The Mermaid, qui est pourtant hilarant, et même moins bien, je trouve, que Journey to the West. Carrément. Et pourtant, ça tue The Mermaid. En termes de budget et de résultats au box-office, alors Journey to the West a été très fort à l'époque, c'était un des plus gros succès. Depuis, il s'est fait battre par Wolf Warrior 2, des trucs comme ça et tout, mais pendant très longtemps, il s'est fait battre par Monster Hunter. Voilà. Donc ça a été pendant très longtemps le film avec tous les records au box-office chinois, ça a été dingo. Le budget du film, je le connais pas, mais c'est quand même assez bien foutu. Il y a beaucoup de décors et tout, donc je pense que. Laurent, tu voulais dire un truc? Non, c'est pas ça. Je reviendrai à Monster Hunter par un chemin détourné. Et alors,
Je peux parler 2 secondes de ce film puisque Cyril nous l'a envoyé, donc on a pu le regarder. Oui. Et en fait, je suis pas allée au bout parce que j'ai vraiment adoré, comme tu en as parlé, la première scène et tout. J'ai dit ah ouais, c'est chambé et tout, trop bien. Il se passe plein de choses, c'est chorégraphié. Hein. Et après, je trouve que c'est too much quoi. En fait, autant je trouve que dans Zoo, il y a finalement des effets spéciaux un peu surannés qui font mais inventifs qui font que tu restes. Je trouve que là, il y a quand même après une déferlante quand même d'effets spéciaux numériques qui font que quand même tu décroches. C'est pas un peu le propre de tous les films chinois, d'être trop un peu heroic fantasy de ces 10 dernières années, non? On va t'amener ça vomit des effets spéciaux. Le VCD. Je l'ai, le VCD collector de Legend of Zoo. Ah oui. Oula. Zoo 2, Pat Choya, au moment où il a découvert les effets spéciaux. Et je peux te dire je ne l'ai pas vu. Non mais je peux te dire que la fin de. Attends, on n'est pas en train de se battre les films, mais je te dis juste que moi du coup. La fin de Journey to the West, c'est rien comparé à cette espèce de truc. Ah, mais je trouve qu'à un moment donné, c'est trop. C'est-à-dire que c'est un gros gâteau et au bout d'un moment, j'ai plus faim. Et c'est pas très beau, surtout. C'est assez de mauvais goût, quoi. C'est-à-dire que non, ça tue. Et j'ai pas vu le film là pour l'émission, je suis désolé, mais je me souviens que la séquence d'exorcisme dans une caverne, d'un point de vue visuel, c'est ouf et surtout c'est très violent. C'est même des images d'enfer qu'on en a rarement vu. Et moi, en fait, c'est peut-être mon caractère qui veut ça, mais ce côté over the top. Tu parles de la scène avec les dans le. Oui, t'as un côté boulimique en fait. Chez le démon cochon dans son restaurant là. C'est barge. Et moi, ce côté justement où il y en a beaucoup, c'est une chose qui m'a plu, c'est que mes films préférés de tous les temps, c'est souvent des films qui comme ça ont beaucoup de choses et qui sont jamais non, je déteste Michael Bay justement et qui sont jamais trop over the top en fait et qui sont toujours à la limite de la digestion et qui sont pourtant de ta digestion. Moi, c'est vrai que Cédric Planète par exemple, qui est mes films préférés de tous les temps, c'est un film qui offre beaucoup mais qui n'est jamais indigeste et c'est ça qui, quand je vois ça au cinéma, je dis putain les mecs qui sont arrivés à faire tout ce style-là et rester un truc cohérent quoi. C'est surtout qu'après Stephen Chow, il a un art que peu savent égaler. Il est pour moi l'égal d'un Spielberg ou un truc comme ça à ce niveau-là, c'est que le mec est toujours capable dans un énorme spectacle de toujours garder les personnages, les enjeux dramatiques entre les personnages. C'est-à-dire que le plus fort dans Journey to the West à la fin, c'est le sort réservé à l'amour entre les deux personnages, comment ça va cimenter la destinée, etc. Enfin, c'est ce qui est plus beau dans le film. Ça a beau être bardé d'effets spéciaux assez cool, de combats et de gags à se taper le cul par terre, c'est le plus beau truc dans le film. C'est ça. T'as l'a pas aimé apparemment. Non, moi mais on est là pour je le trouve très attachant le film. Tu l'as regardé en entier ? Oui, je l'ai regardé en entier. Je le trouve très attachant. En fait, je comprends pas. Je vous écoute parler tout à l'heure. J'ai l'impression d'être dans une planète inconnue. Non, ça met un contrepoint parce que si on était tous à dire, c'est important d'avoir un contrepoint dans l'équipe. Le cinéma hongkongais, il a quelque chose de très particulier, c'est que c'est un cinéma qui est à la fois dénué de tout cynisme, en même temps que fait par des gens extrêmement cyniques, mais en fait, il est voué à un public. C'est le cinéma le plus commercial du monde, mais parce que il est fait sur l'envie de tout donner aux spectateurs, ça donne des trucs de fou, extrêmement basiques en matière d'émotion. Mais comme c'est fait avec à fond les ballons, ça marche quoi. Avant de laisser Talal continuer, juste un truc aussi, c'est qu'en fait on voit beaucoup des films hongkongais nous depuis longtemps, et en fait il y a un pacte qu'on a fait plus ou moins implicitement avec les films hongkongais, qui est qu'on accepte quand même beaucoup de choses que des gens extérieurs et c'est important d'avoir le point de vue de Talal parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas ce bagage et qui vont comme Talal dire vous êtes gentils les gars mais je vois pas tout ce que vous me dites et ils ont raison en fait parce que on accepte plein de choses parce qu'on a toujours été comme ça et que des fois quand ça passe c'est un peu moche mais ça passe, nous on fait c'est pas grave, on est déjà content d'avoir eu ça. Et c'est surtout qu'aussi ça vient là on parle de Journey to the West qui est un blockbuster qui a été fait il y a 2-3 ans mais mais c'est l'héritage d'un cinéma où les débuts de Cherk, les productions de Choyard comme Robo Lady Force RoboForce, je crois que c'est ça. Enfin, c'était des films où en fait les mecs essayaient de te faire croire qu'ils étaient en train de faire un cinéma de SF avec des robots et dans le futur avec que dalle, avec juste trois toiles tendues au fond de la fumée, deux spots bleus. Et en fait ils croyaient parce que les combats étaient ouf, la mise en scène était incroyable. Mais c'est bien que Talal, tu donnes ton point de vue, c'est le propre de la cinématographie de beaucoup de pays. Tu peux aller en Australie et voir aussi je sais pas, le début du cinéma. Pas aussi barge. C'est autre chose, hein. C'est chaque pays ou chaque zone, tu vois, les cinémas australiens qui m'attendent à une émission à ses spécificités, il y avait une certaine liberté, mais c'est pas du tout le cinéma hongkongais. En tout cas, c'est ce que je ressens à chaque fois que je discute avec quelqu'un qui est HKFil à fond. On voit toujours des étoiles dans ses yeux. Alors, je trouve ça à la fois fascinant, j'en suis un peu jaloux parce que je me dis putain, mais il y a une telle passion pour ces mecs-là. Dès qu'ils parlent de ça, l'impression qu'il va se passer un truc sous le pantalon. C'est lié aussi à une époque où on découvrait les films en VHS, on achetait le magazine HK vidéo, ça coûtait 100 balles. Putain, moi j'avais 16-17 ans. Forcé.
clair. Non, mais ça coûtait 100 balles de choper tout ton Noël, il passait avec le magazine. Et quand tu matais le film, tu mettais la cassette dans ton magnétoscope. Tiger on the Beat, je m'en souviens. Tiger on the Beat et putain, Opération Scorpio, les derniers qui sont sortis. Juste pour faire le making of de l'émission, Talal, qui justement, comme je le disais, n'est pas né dans ce truc-là de Hong Kong, a quand même pas hésité, mais t'étais en train de dire bah voilà. Mais finalement, non. Mais finalement, t'as joué le jeu, c'est très bien. Je vais expliquer. J'ai un rapport assez particulier. On passe à toi de toute façon. J'ai un rapport assez particulier avec le cinéma hongkongais. C'est que j'ai découvert ça dans les années 2000. Je connaissais un peu les films que tout le monde connaissait. Est-ce qu'on peut dire Bruce Lee, c'est du cinéma hongkongais? Bien sûr, totalement. D'accord. Et donc, début des années 2000, j'étais DVD-vore à l'époque et je suis toujours un petit peu, on va dire. Et donc, il y avait plein de trucs qui sortaient. Donc, il y avait la collection HK et tu avais plein d'éditeurs qui en profitaient pour sauter dans le truc. Et tu avais plein de trucs qui sortaient en salle. Et donc, étudiant boulimique de films, j'allais voir des trucs qui sortaient en salle et j'achetais parfois des trucs qui sortaient en DVD. Et parfois, il y avait vraiment des perles. Donc, tout le monde te dit, il faut que tu vois, par exemple, Zoo. Je me rappelle, j'ai vu Zoo à l'occasion du 2e. Ils avaient ressorti le premier en DVD, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Et donc je mange des trucs, je mange plein de trucs. Et dans le lot, t'as peut-être 10% de trucs qui sont cool, effectivement. Des Treyarch, des Jonito, et puis t'as le reste qui est généralement pas terrible en fait et un peu de mauvais goût. On parlait d'effets spéciaux tout à l'heure. Bon, après c'est moi, c'est ma culture, j'aime plus du cinéma américain, on va dire à proprement parler. C'est ça qui m'a fait grandir. C'est moins carré le cinéma grandir. Oui, exactement. Voilà. Mais je sais pas si c'est cette histoire de rigueur qui fait c'est ce côté un peu anard qui nous plaît en fait. Je pense que c'est pas pareil pour vous, mais moi je sais que quand je vois une scène d'incendie ou un truc comme ça, je sais que les acteurs. C'est Lifeline. Exactement, Lifeline. Les acteurs principaux du film, ils étaient vraiment dans l'incendie. C'est souvent ce qu'on dit, un Jackie Chan, quand il tombe d'un étage, on a mal pour lui. Et maintenant, quand on voit des personnages en synthèse qui n'ont pas de poids, on est impressionné, mais finalement, on se dit... Je diminue pas du tout. Je suis pas du tout en train de diminuer ce que vous êtes en train de dire. Non, mais c'est ton ressenti à toi. Je trouve ça, oui, c'est mon ressenti. Et il y a même un truc d'ayatollah, quand tu discutes avec un fan de Hong Kong, tu sens que tu peux pas critiquer, parce que dès que tu critiques, je vais peut-être me faire allumer. Et moi, je trouve ça sain que tu donnes ton point de vue, en fait. Ah oui, tabasser à la fin, mais je le fais sans complexe, mais j'ai hésité, parce que je savais pas. Je pense que la bonne métaphore, c'est genre, quand t'aimes les cerises et que t'en manges, il y a des gens, ça les dérange pas de trouver un verre de temps en temps dans une cerise, et il y a des gens ça les dégoûte des cerises en fait. C'est la plus belle phrase. C'est beau quand j'ai rien compris. Quand tu kiffes les cerises, tu t'en fous de trouver des verres dedans parce que tu sens que tu kiffes. Mais si t'aimes pas ça, tu vas faire non, c'est très belle métaphore. Si t'aimes mais que ça te dérange un peu. C'est bien que t'aies pris ça plutôt qu'un autre friche parce que j'adore les cerises. C'est un peu comme la sodomie en fait. Faut pas en écouter les autres. Non, c'était bien les cerises. On reste là-dessus. Vas-y, Talal, ton film. Non, voilà. Donc je savais pas quoi choisir. Je sais que j'ai beaucoup hésité parce qu'il y avait dans la vague justement du cinéma chinois continental, on va dire, il y avait, comment il s'appelait, Hiro et la secte des poignards volants. Le secret des poignards volants, c'était Zhang Zimu, là, des méga budgets. Tigre Dragon, tu peux rester sur le héros. Tigre Dragon, j'étais complètement hermétique. Mais comme Zou, finalement, j'ai pas. Surtout en plus, Zhang Zimu, c'est l'exemple de céréales qui s'est vendu au Parti communiste. Et surtout, alors, à partir là, je pensais pas que tu avais parlé de Parti communiste, mais en tout cas, ces deux films-là, qui étaient, on va dire, les films de prestige. Rayonnement, on va dire, international, et pour le coup je sais que l'État aussi a mis beaucoup de pognon dedans pour que les films brillent. Je me rappelle que la fin de Hiro m'avait scandalisé par ce héros qui est quand même chargé de tuer l'empereur et qui arrive devant l'empereur à la fin il fait non mais j'avais tort d'essayer de vous tuer, en fait vous êtes vraiment quelqu'un de bien quoi. Je t'avoue que je m'en foutais un peu même du côté même le mot, sur le moment je m'en foutais du côté politique. Il y avait toute la dimension, on va dire, le film t'en mettait plein la gueule en fait vraiment. Clair, et pour le coup beau. C'était là où Tigre Dragon me faisait profondément chier. Là ces deux films là t'as raison. Magnifique. Moi j'ai failli me faire taper dessus par un ami à l'époque journaliste cinéphile, et j'ai eu le malheur de lui dire que je trouvais que Hiro était un beau film. Il s'est survénère parce que pour lui le film est idéologiquement une merde immonde, et pour lui en fait l'idéologie du film dégueulait sur son esthétique et la rendait puante. Moi je suis désolé, moi j'adore Héros. Oui, je suis d'accord pour dire que la mentalité aussi évidemment toujours. Autant la mentalité est vraiment dégueulasse, je suis d'accord. Mais le film beau. Mais le film, putain, il y a des trucs dedans. Ouais, on avance Talal avec ton film. Voilà, j'allais parler de ces deux films, un des deux films en tout cas, et puis j'hésitais, comme vous faisiez aussi des films un peu avec des mecs qui volent, donc je me suis dit je vais prendre autre chose, et puis Cyril m'a dit prendre Dream Home c'est pas mal, et effectivement je me rappelle l'avoir vu. Alors je sais plus si tu m'as dit une soirée du pif, mais je me demande si j'ai pas vu Gérard May en fait. En fait on a fait une nuit du slasher avec il y avait The Prowler. Il y avait surtout Aux yeux des vivants qui était en première européenne, le film de Bistu Imori.
Il y avait The Prowler, il y avait Dream Home et il y avait L'Inventeur de New York. Ah oui, exact. Voilà. Et peut-être que tu l'as vu là en fait, si on l'a passé. Parce que c'est 2010, 2011 sorti. Cette nuit, on l'a fait en 2013, on a dû faire la cette nuit, quoi, comme ça. Quoi. D'accord. Donc le film a mis beaucoup plus de temps à sortir. Il est sorti en salle d'ailleurs, je me souviens plus. Non, c'est DTV. C'est chez Wildside, une très belle compagnie. Donc voilà, Dream Home, alors c'est très différent de tout ce que vous avez raconté. C'est plus, on va dire, un thriller. Alors un peu quand tu fouilles un peu sur le net, tu lis que c'est un slasher aussi. Donc, c'est un slasher. Pourquoi pas ? Oui, non, pourquoi pas, sauf que c'est un slasher dramatique, et c'est là où je veux en venir. Donc ça raconte quoi ? Donc ça parle d'une jeune femme qui a une vie, disons-le, de merde. Elle enchaîne navigue entre deux jobs un peu difficiles, l'un dans un call center, l'autre je me rappelle même plus, mais tu sens qu'elle a une vie difficile. Elle a un amant un peu ridicule et cerise sur le gâteau, son père est mourant et elle n'a pas d'argent. Voilà. Et elle vit dans un taudis, un trou à rats. Et cette fille-là, pour la rendre sa vie encore plus difficile, elle a un rêve d'enfance. Elle s'est promis quand elle était petite qu'elle achèterait un appartement en face de la mer, et pas n'importe lequel. C'est justement l'appartement qui s'est construit juste en face du sien quand elle était gamine. Et donc voilà, elle part à cette chasse, on va dire, à l'appartement, en tout cas à ce rêve, et puis après des mésaventures, on va dire, pour résumer, elle ne se rend compte qu'elle ne peut pas acheter cet appartement, même malgré tout l'argent qu'elle a mis de côté. Et donc qu'est-ce qu'elle va faire pour faire baisser les prix des appartements de cet immeuble-là? Elle décide de tuer les résidents de l'immeuble. Et elle ne va pas les tuer facilement, on va dire. Elle va assez loin dans le délire. On devrait faire ça à Paris pour faire baisser l'immobilier. C'est ce que je me disais. C'est un sujet génial en fait, clair, sur les prix de l'immobilier à Hong Kong. Et je regardais le truc et je me disais, mais c'est bizarre parce que déjà, c'est très occidentalisé, on va dire, même dans la. C'est pas dit le réalisateur, Pongo Chung. Alors justement, j'allais te laisser le faire parce que tu le fais bien, on va dire. Qui est pour le coup un des récents, qui a fait énormément de films vachement bien et qui est un peu la relève des Choyark, machin et tout. Et c'est ça que je dis, c'est intéressant d'avoir à part Laurent qui a pris un film très spécial, mais d'avoir pris 4 films qui sont avec des réalisateurs très importants, chacun dans leur domaine. C'est un mec qui vient de la comédie. Et il a fait un film avant qui s'appelait d'ailleurs Men Don't in Black, qui est le Mission Impossible du cul, qui est génial. Si tu dis mourir de rire, pleurer de rire, tous les superlatifs. Je te jure, Men Don't in Black, c'est Mission Impossible avec des mecs qui veulent ken pendant que les nanas sont partis en vacances et les nanas sont au courant, donc il y a une sorte de jeu de dupes avec ils ont pris plein de scénarios, machin. C'est extraordinaire. Le film, il est ouf. C'est le pif-caf de tous les superlatifs. Mais moi, je suis quelqu'un de très généreux, moi. Je sens la bite. Je donne. Des kilos de foutre que je déverse sur vous d'amour. Vous verrez l'état de la pièce. Voilà. Ça colle de partout. On m'appelle le Karcher hongrois. Donc voilà. Ce film m'avait marqué déjà quand je l'avais vu en festival. Il est passé à l'étrange festival aussi. Tu l'as vu là-bas à l'étrange festival. Non, alors c'est pour ça j'ai vu 2011 sur l'année. Je me demande si c'était pas l'année où j'étais moi-même en compète à Gérardmer, mais j'ai un doute. Je sais pas. Bref, donc c'est un slasher social et qui est assez surprenant par son ton tout d'abord parce que on a la dimension on va dire cynique, parabole sociale. Vous parlez tout à l'heure de l'absence de cynisme dans le cinéma chinois. Pour le coup là on a les deux pieds dedans dans le cynisme. C'est un film qui démontre par A plus B de façon très évidente qu'on vit dans un monde profondément matérialiste, égoïste et sans valeur, et ça c'est dépeint par tous les personnages, sauf peut-être par le personnage principal qui finalement va épouser l'égoïsme, on va dire, à force de bouffer de la merde en fait. À force de vivre des difficultés, elle va finir finalement par accepter cette société et devenir en quelque sorte cette société et se mettre carrément à tuer pour arriver. Donc à chaque fois qu'on croise par exemple des personnages secondaires, c'est des personnages détestables, c'est soit des beaufs, soit des gens complètement portés sur le fric, bref. Donc voilà, il y a un décalage qui s'opère entre ce personnage qui est, alors vous me direz le nom de la comédienne peut-être, non ? Jodie Oh. Voilà, qui produit le film d'ailleurs. D'accord. Et qui est magnifique, vraiment qui apporte une forme elle est super touchante en fait dans le film. Voilà. Et paradoxalement, il y a ce côté très gore et qui va justement dans l'extrême. Pas très gore. C'est ultra bourrin. C'est un des. C'est le pif-casse de tous les superlatifs. Non, mais on est d'accord, c'est pas un des slashers les plus hardcore niveau. J'ai souvenir niveau tripaille, qui ouvre le bide avec les tripes qui sortent. Il va très loin le film. Hein. Oui, il va très très loin. Le coup de la bite coupée en pleine éjaculation, c'est juste. Non, mais pour ceux qui écoutent ça et qui aiment bien ça, le film, les effets spéciaux sont vachement bien foutus et ça va très très loin. Le coup de l'aspirateur aussi. Il y a plein de trucs de ouf.
Non, bah voilà, t'as bien résumé. En fait, le film est à la fois très gore, il est très cul, et je me posais même la question, je me disais, mais par rapport au contexte politique, parce que je situais pas forcément la situation, on va dire, politique d'Hong Kong aujourd'hui. Quel est le droit de regard? Comment peut-on faire un film comme ça en Chine en 2011? Ça parle d'un truc qu'on parle jamais, c'est le mal logement en fait, et les coûts. Oui, voilà, mais bon, on n'a pas dit, l'État n'a pas demandé. Ce qu'il expliquait, c'est que la vraie difficulté pour le film, ça a été de faire très très attention au nom de la société qu'elle allait utiliser. C'est ça surtout la boîte dans laquelle elle bosse, tu veux dire? Non, le nom de la compagnie, la boîte de la compagnie qui l'embauche, son métier, quoi. Ouais. Et en fait, ça, c'est ce genre de détail-là sur lequel elle a fait très très attention, parce que c'est vrai que si elle se tapait un procès, c'était tout dans sa gueule. Mais autrement, non, pas de. C'est un film de productrice avec un réalisateur en vogue. Justement, le truc qui est très intéressant, que j'ai toujours trouvé très intéressant avec Dream Home, c'est que le côté cynique sur le pognon, sur le capitalisme, etc., c'est quand même un film qui, à la base, a été créé en se disant qu'est-ce qui fonctionne actuellement et qu'est-ce qui fonctionne à l'international, le film de genre. Donc, je vais faire un film d'horreur, je fais un slasher. Et donc l'idée de base finalement se retranscrit carrément dans l'écriture derrière. Donc, c'est pour ça que je trouve vraiment pour le coup je peux être hermétique à certains films hongkongais, et celui-là je le trouve assez fascinant. Parce qu'il est très occidentalisé aussi. Il est très occidentalisé, certes, et il y a aussi la dimension, on va dire, intention. Aussi peut-être ce qui fait aussi son côté aussi sur-occidental, on va dire, c'est que tu as vraiment la note d'intention qui transparaît, qui est dans ta gueule, mais en même temps qui est complètement que tu oublies en fait, parce que tu es porté par cette histoire-là qui est plutôt fun. Puis il faut aussi savoir que ce film signe le grand retour d'un genre / classification, c'est-à-dire la catégorie 3, dont on vous a déjà parlé dans cette émission. On fera un hors-série un jour. Mais qui est utile de rappeler, parce que je vais devoir moi-même en parler. Catégorie 3, c'est en gros l'interdit aux moins de 16 ans ou 18 hongkongais dans les années 90. Il y a 2A, 2B et 3. Voilà. 3 ouais, c'est ça. Et le truc, c'est qu'en fait, au lieu de devenir un outil de censure, c'est devenu un label. C'est-à-dire que, et c'est des génies de Mireille hongkongais, vous avez compris que c'est un peu ce qu'on pense dans cette émission, c'est qu'ils se sont dit, faisons, quand on fait un film de catégorie 3, les spectateurs ils vont savoir qu'ils viennent pas pour rien. Voilà, on n'est pas là pour venir en vacances. Et du coup, ils ont tout mis. Et c'est souvent là que les films les plus politiques, moi je pense à ce sommet indétrônable dont j'ai failli vous parler dans cette émission, Ebola Syndrome. Non mais ça c'était le film que je voulais prendre à la base, voilà. Et quand on m'a dit on fera peut-être un hors-série catégorie 3, je te préviens, je le prends. Ah non. C'est un des plus grands films de l'histoire du cinéma. C'est un des films les plus vils de l'histoire du cinéma, la méchanceté, les plus jouissif, et c'est extrêmement politique. C'est un des portraits les plus dégueulasses des Hongkongais qui puissent exister, qui sont décrits comme des porcs innommables, infâmes, bref. Et en même temps, voilà, et Dream Home signait, il y a eu longtemps, quand le cinéma hongkongais a commencé à péricliter après la rétrocession, la catégorie 3 a cessé de devenir une source de sensation forte, et Dream Home a signé le retour, et il revenait du coup à la fois au côté ultra bourrin, ultra gore, mais aussi au côté politique que la catégorie 3 permettait de façon détournée. Et juste, vu qu'on a vu tout à l'heure un slasher très con avec Xavier, c'est peut-être, je veux dire, je sais pas, mais c'est peut-être le seul slasher sur Terre qui est intelligent en fait finalement. C'est toujours un genre très con, le slasher. Et là, c'est peut-être le seul sur Terre qui a un fond où vraiment les motivations du tueur, c'est pas juste si on se gratte la tête, on peut en trouver, mais franchement, mais pour le coup, c'est tellement un genre débile. C'est un des plus intelligents en tout cas. Et c'est le seul où finalement les motivations du tueur, c'est pas juste je veux me venger machin truc, il y a un truc très touchant de pourquoi elle fait ça. C'est pour ça que quand j'ai lu que c'était considéré comme un slasher, ça m'a pas paru évident en fait. Non, c'est avec la mécanique qui du côté du tueur, mais c'est ouais, c'est pas du côté du tueur, et puis il y a toute la dimension dramatique aussi. C'est comme si tu faisais un film sur l'enfance de Jason et que tu voyais que finalement Jason il avait une vie de merde. C'est plus un film de psycho-killer en fait. Passer ses vacances à la plage qu'un slasher. C'est plus un film de psycho-killer qu'un slasher. Est-ce qu'on terminerait pas avec le film de Laurent? Ah oui, chef-d'œuvre fameux. Enfin, tu m'expliques ce film là, je suis très curieux là. Donc on parlait de catégorie 3, donc je vais vous parler d'un film qui en fait partie. Et on parlait aussi du cinéma hongkongais, de ce qui peut nous avoir fasciné quand on a été au contact de ce cinéma pour la première fois. Et moi, ce qui m'a fasciné dans le cinéma hongkongais, c'est le no limit. C'est-à-dire de mettre la cassette dans le magnétoscope. Tu dis, tiens, je vais voir un polar, et là tu vois juste des trucs, tu vois full contact, des bastons, voilà, tu vois full contact, tu mets un film de kung-fu et tu vois Zou, enfin tu vois, tu vois Zou, dirait un oiseau, Et bref, là je vais vous parler d'un film qui n'est jamais sorti chez nous, bien sûr. Ça s'appelle The Eternal Evil of Asia, donc le mal éternel de l'Asie, réalisé par un monsieur très fin qui s'appelle Chin Man-kei.
qui est devenu surtout producteur maintenant, et on parlait tout à l'heure de Monster Hunt, un des plus gros succès de l'histoire du box-office chinois. Il en est producteur. Il a produit Bodyguard et Assassins aussi, qui a été un gros truc. Il a été assistant réal. Il a commencé comme assistant réal sur Il était une fois en Chine 3, réalisé par Choi Ark, et aussi sur Infernal Affairs 2. Et il a réalisé des trucs assez peu connus. Son autre fait d'armes, c'est Sex and Zen 2. Ah, c'est lui. Le meilleur film avec. Flûte, voilà, la scène de la flûte. Bref, voyez-le, les Sex and Zen, de toute manière, c'est de la poésie à l'état brut. Eternal Evil Ophagia, de quoi ça parle ? Ça parle d'un groupe de 4 joyeux drilles qui ont décidé d'aller faire la gringue en Thaïlande, donc ce sont des Hongkongais, d'aller voir les putes globalement, sauf un qui est fidèle parce qu'il va pas tarder à se marier avec la sœur d'un de ses potes, d'un des mecs qui est présent. Voilà, lui il veut pas trop faire de conneries, les autres par contre sont au taquet. Ils vont dans une boîte, ils sont embrouillés avec des gangsters locaux et ils s'échappent, ils sont poursuivis et ils arrivent dans une petite cahute au fond des bois où ils se réfugient, et là ils sont témoins d'un combat entre un magicien thaïlandais et une paire de magiciens thaïlandais qui sont en couple et qui vont se battre à coups de sorts assez étranges, puisque le couple en fait utilise le sexe comme un moyen de conjurer des sorts, et donc il va y avoir une espèce de combat chorégraphié avec effets spéciaux, saut sur trampoline, baise en plein vol pour matérialiser des sorts, etc. Bon, bref, ça c'est juste le début du film, voilà. Bref, ils vont être témoins de ce combat, ils vont aider le magicien thaïlandais, ils vont devenir potes. Et c'est tellement compliqué à expliquer. Et en fait, la sœur de ce magicien thaïlandais débarque et elle est très gentille, elle est très mignonne. Donc les 3 queutards plus leur pote fidèle se disent ouh là là, ils aimeraient bien se taper le pote fidèle. Non, mais la sœur craque pour le pote fidèle. Et du coup son frère se dit je vais l'aider et tout, et il crée un filtre d'amour pour que l'homme soit séduit, quand même le fidèle soit séduit par sa sœur, sauf que c'est les autres qui prennent le filtre et qui se retrouvent à gangbanger la pauvre petite dame qui n'avait rien demandé et qui décède dans l'opération. Du coup, nos amis. C'est que le début. Donc, nos amis. J'ai demandé, on est à quelle minute là du film ? Là, on est à 25 minutes du film, 30 minutes. Nos amis rentrent à Hong Kong et le magicien thaïlandais très 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 énervé les suit et va essayer de les tuer un à un en utilisant sa magie. Sauf qu'en plus, il tombe amoureux de la fiancée du mec fidèle. Bref. Et voilà. Je suis un peu perdu. Ouais. Ça a l'air un peu cucu, cette histoire. Sachez que dans le film, il y a un héros, il y a un des personnages qui se retrouve avec une tête de bite. Voilà, mais vraiment. Oui, parce qu'il a insulté le magicien. Parce qu'il a insulté le magicien de tête de bite et donc il lui donne une tête de bite. Sachez que. J'en fais pareil. Il y a une scène extraordinaire de sexe par corps astral interposé, donc avec une très belle imitation de fellation sur du vide, une des plus belles que vous verrez jamais. Il y a des images de synthèse. Car oui, il y a quand même un corps astral fait on dirait le T-1000 dans Terminator 2. Voilà. En fait, il y a tout. C'est réalisé de façon complètement frappadingue. C'est-à-dire que dans les 30 premières minutes, je crois qu'il n'y a pas un plan où la caméra ne désaxe pas brusquement. On dirait du Sam Raimi sous acide qui filme du cul. J'ai pensé à Evil Dead en plus. Au début, il y a des effets spéciaux un peu à la Evil Dead en plus. Mais les scènes d'horreur sont parfois très flippantes. La scène d'intro avec le mec qui se fait attaquer chez lui par les fantômes est ultra flippante. D'ailleurs, on peut voir une apparition très brève d'un des acteurs fétiches de Stephen Chow qui jouera l'entraîneur dans Shaolin Soccer, qui joue un des fantômes. Et donc ça commence par une scène très flippante. Après c'est comédie avec notamment l'héroïne qui est dans son salon de coiffure, et il y a une leçon de fellation qui sera très utile pour la suite du film. Pour plus tard, oui. Voilà. Et ça alterne n'importe quoi, mais en fait c'est ça que j'adore dans le cinéma hongkongais, c'est que le n'importe quoi est fait systématiquement, que ce soit dans le cul, dans l'horreur, dans la baston, dans la comédie. C'est fait avec la plus grande énergie et la plus grande conviction du monde, ce qui donne un film qui ne ressemble à rien, donc qui est unique, qui va réussir à vous titiller certains endroits du corps, qui va réussir à vous dégoûter, qui va réussir à vous faire rire. Voilà, pour moi c'est le cinéma total. Voilà, ouais, en fait, si tu dis que c'est encore le meilleur film du monde. C'est pas le meilleur film du monde. C'est moi qui suis. C'est un film généreux. C'est un film généreux qui ne demande que ton bonheur. Moi, j'avoue, je ne connaissais pas du tout le film avant que t'en parles. En fait, vraiment, je suis passé à côté. Je sais pas pourquoi. Mais suggéré pourtant en 95 pour justement, il y a une scène mythique qui tournait
tout le temps sur YouTube, c'était la scène de combat. Dans les airs avec les sorciers qui kennent. Alors j'allais vous dire ça, parce qu'en fait, moi j'avais vu cette séquence plein de fois et je pensais que c'était le film, c'était Shameless Torture Chamber 2. En fait, il y a deux films qui ont des scènes de. D'accord, et moi je pensais que c'était là. Et en fait, quand j'ai vu le film, je pensais que le film allait avoir cette séquence-là et je la voyais pas. Je me suis dit, putain, mais en fait, pourtant c'est vachement proche. J'ai dit, mais c'est marrant, ça ressemble vachement à cette séquence, un peu à la Histoire de fantôme chinois version cul. Oui. Mais c'était, moi j'avais toujours vu l'autre, la Shameless Torture Chamber, où il y avait carrément une éjaculation avec des litres de. Oui, non, ça c'est deux films. C'était l'autre du coup, d'accord. Voilà. Et tout le long j'attendais cette séquence-là et donc j'ai trouvé le film un peu pénible, un peu chiant. Regardez, j'avoue. Par contre, très généreux, ça va dans tous les sens. Il y a des idées tout le temps. Mais en fait, c'est un peu l'exercice chinois, en moins bien, je trouve, dans le sens où il y a beaucoup de trucs. Ça va beaucoup plus loin, hein, mais ça va tellement plus loin. C'est le côté vraiment rempli à rabord de. C'est comme si c'était mon dernier film, je mets tout dedans. Non, mais voilà. En fait, c'est pour ça que j'ai choisi ce film-là, c'est parce que je me suis dit, au lieu d'aller chercher un classique, parce que si on parle de cinéma hongkongais, on pourrait faire 12 émissions là-dessus. Je me suis dit, allons chercher un truc qui me rappelle les grandes heures de. Parce que le cinéma hongkongais, encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, c'est lié à tout pour les gens qui ont baigné dedans et qui ont été obsédés par ça quand ça commençait à nous venir. C'est lié à tout un cérémonial quand on allait dans le 13e. Et moi, j'étais pas à Paris, j'avais pas ça. Quand on allait dans le 13e à Musica pour acheter des VCD, c'est-à-dire que pour trouver des films hongkongais pas chers, sous-titrés en anglais, on allait acheter des VCD, c'est-à-dire des vidéos CD, c'était des CD-ROM. C'était des CD-ROM avec des fichiers en MP4 dégueulasses. MPEG 2. Qui pixelisés, souvent pas compatibles 16 neuvième. Et en plus, tu sais, t'avais le double canal, donc t'étais obligé de sélectionner un seul canal. Cantonais à droite et le mandarin à gauche. Et les gens savaient pas au début, c'est en stéréo et ça fait. Et en fait, c'était le paradis sur Terre, cet endroit. Moi, j'y allais, je prenais plein de trucs que je connaissais absolument pas. Puis tiens, je regarde. C'était pas cher. Mais moi, j'étais pas parisien à l'époque, j'étais provincial, j'ai pas connu ça. Moi, j'ai connu grâce à Canal+ les premiers films de Jackie Chan, les Bruce Lee et tout. Et plus tard, quand j'allais à Paris, à la capitale, j'allais à Musica et je repartais avec je sais pas, l'équivalent du PIB du Mexique en DVD, CD et ramener ça à Lyon, quoi. Et en fait, Eternal Evolophagia, c'est typiquement ce genre de film qui ne sortira jamais en France, à part si à un moment donné un éditeur pète un câble je vais essayer en interne de le sortir. Mais qui en même temps représente tout ce que Hong Kong faisait à l'époque et que la plupart des cinémas des autres pays ne faisaient pas, c'est-à-dire péter un câble dans la joie et la bonne humeur en y allant à fond, et ça donnait des trucs qui étaient ultra jouissifs à regarder. Du coup, pour conclure ce podcast sur Hong Kong, je pense que le mot qu'on retiendra, c'est générosité. Pète un câble. Ça. Et chef-d'œuvre. J'ai une petite question économique aujourd'hui. Justement, est-ce que ce cinéma hongkongais cartonne maintenant que la Chine, justement, il y a beaucoup de salles de cinéma, les gens vont au cinéma. Est-ce que ces films marchent toujours Est-ce que le public chinois va avoir confondé précisément le film hongkongais? Ça n'existe presque plus, en fait. Continental. Il y en a encore. Il y en a encore quelques-uns, mais les gros succès sont The Mermaids, c'était Chine continentale, par exemple. Voilà. Donc, cinéma hongkongais. Choyar qui a inventé presque à lui tout seul le cinéma hongkongais, maintenant il ne tourne qu'à eux pour la Chine. John Woo a fait les 3 royaumes là-bas en Hong Kong. Il a aussi fait Manhunt récemment, mais ça, c'est un autre sujet. Bon, allez, on passe à la musique avec Cyril. Eh bien, Cyril, qu'as-tu choisi pour terminer? Contrairement à d'habitude où je choisis une musique qui n'a absolument rien à voir avec le sujet, j'ai décidé de choisir aujourd'hui une musique qui a un rapport avec le sujet. Et un de mes compositeurs hongkongais préférés qui s'appelle Raymond Wong. Je vous citerai un petit peu tout à l'heure des films qu'il a fait, mais là on va parler de Running Out of Time. Alors, Running Out of Time, c'est lié par plein de raisons avec tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Déjà, c'est réalisé par un réalisateur qu'on a cité tout à l'heure, mais dont on n'a jamais parlé, c'est Johnny To, qui est quelqu'un qui a fait beaucoup pour le cinéma hongkongais sur la dernière partie avant la rétrocession, qui a eu droit à beaucoup de passages en festival et tout, qui a fait énormément de bons films. Et là, c'est un film au milieu de sa carrière, qui est un polar en fait, qui a eu droit d'ailleurs à une suite. Et qui a un intérêt donc, par rapport au PIF, c'est que les scénaristes, c'est justement Courtiau et Carbon, dont on a cité tout à l'heure les noms pour Black Mask 2. Ils ont fait le scénario de ce film, c'est un des premiers scénarios qu'ils ont fait d'ailleurs en arrivant à Hong Kong, et ils ont eu un prix du meilleur scénario à l'équivalent des Oscars hongkongais donc en 2000 quoi, voilà, et c'est important de le dire. Donc Raymond Wong, pour moi, c'est un des meilleurs compositeurs. Alors vous allez voir, la musique de Hong Kong, c'est très synthétique, c'est très dans les synthés, quoi. C'est The Mission alors. The Mission, voilà. Il a pas fait la musique de The Mission, mais il a fait par exemple pour Choyar qui a fait la musique de The Blade, Dans la nuit des temps, The Lovers, ce qui est pas rien quand même. Pour Johnny To, il a fait The Longest Night, il déchire la musique, A Hero Never Dies et Running Out of Time 1 et 2 du coup. Pour Stephen Chow, il a fait King of Comedy, Show in Soccer, elle est mortelle la musique, Crazy Kung Fu, CG7 et Journey to the West, dont on a parlé tout à l'heure. La musique est déchire de Journey to the West. Voilà, et vraiment,
Il n'a pas fait celle de The Mermaid, par contre, c'est pas lui qui a fait ça, il est derrière très bien la musique de The Mermaid. Donc on va écouter le main theme donc, de Running Out of Time. Pour savoir, donc, il date de 99, pour ceux qui voudraient l'écouter aussi, il y a un double CD qui est sorti qui s'appelle Johnito 1996-2005 qui comprend beaucoup de musique de films de Johnito, donc beaucoup réalisé par, mis en musique par Raymond Wong. Il y a 2 CD. Le premier CD, c'est tous les thèmes. Donc il y a le thème de The Mission, par exemple, en CD, ça tue. Le second CD, c'est les chansons en cantonais qui sont un peu pourries. Voilà. Mais si jamais vous avez l'occasion de tomber sur cette compilation, c'est que du bonheur le premier CD. Et donc voilà, on va écouter le main theme de Running Out of Time et le second morceau, enfin la musique du 2 aussi est très très bien. Voilà. Tu voulais dire quelque chose, Laurent? Si je ne m'abuse, Johnito, depuis plusieurs films, travaille avec un compositeur français. Oui, qui était jury au PIF, qui s'appelle Xavier Jameau. Exactement. Et qui, si vous n'écoutez pas, enfin vous ne connaissez pas Xavier Jameau, c'est tout bon. Et il a fait la BO mortelle avec Alex Goffer pour le film Motorway, qui est une sorte de drive hongkongais. Et la BO, elle est. Si vous aimez l'électro, c'est. Désolé, mais si vous aimez l'électro, la BO de Motorway, c'est du caviar. Alex Goffer, c'est un des meilleurs DJ français. Xavier Jameau, en fait, faisait de la pop, et la new wave, enfin, en France dans les années 80 et tout. Et pour moi, c'est un très bon compositeur. On l'avait mis dans le jury non plus il y a quelques années. Et les BO qu'il a fait pour Johnito sont dessus. Celle d'Exilé notamment. Celle d'Exilé, voilà. Et donc, si vous avez l'occasion d'écouter celle de Motorway, c'est. Voilà, c'est quoi le mot que je dois pas dire Tu les as toutes utilisées. Voilà. Donc, on va vous laisser avec le main theme de Running Out of Time. Et avant, on va remercier tous ceux qui nous ont écoutés déjà jusqu'au bout parce que ce podcast est très long et tous ceux qui nous écoutent de plus en plus nombreux. Et on vous rappelle aussi par rapport au PIF que vous pouvez désormais proposer vos courts-métrages, vos longs-métrages pour la prochaine édition. Et maintenant, on écoute le morceau. Bye bye. Bye bye. Ciao. Salut. HK Power.